Très bien. Bon, on va commencer tranquillement le webinaire. Les personnes qui ont un petit peu de retard prendront tout ça en route. Je vais donc ouvrir mon support et lancer le partage d'écran. Alors, a priori, tout le monde devrait à présent voir le support en plein écran. Si jamais ce n'est pas le cas, prévenez-moi dans le chat, hein, j'ai un œil dessus. Bon, pour le moment, je ne vois pas de message, donc je vais partir du principe que c'est bon chez vous. Ce que je vous propose, d'abord un petit point technique rapide. Si jamais il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude d'assister à des webinaires depuis l'année passée, on va rappeler les bases. Webinaire signifie que ce n'est pas une réunion sur Zoom, ce qui veut donc dire deux choses. Principalement, c'est que votre webcam chez vous, si vous y assistez, n'est pas activée et votre micro non plus. Donc, il ne sert à rien de parler de tout seul ou toute seule devant votre ordinateur. On ne vous entend pas. Donc, ce dont on va se servir, ça va être du chat. Donc, vous avez un bouton sur lequel il est écrit alors conversation ou discussion de mémoire, dans lequel vous allez pouvoir tout simplement écrire, faire des remarques, vous saluer, ce genre de choses, hein. J'ai bien vu toutes les personnes qui nous ont dit bonjour en arrivant et bonjour à vous également. Et deuxième chose, pour poser vos questions, vous avez un autre bouton qui est le bouton Q et R. Donc pendant l'atelier, le but c'est que ça ne soit pas un cours magistral, hein, donc si jamais vous avez des questions, on va essayer quand même de rendre ça interactif et on pourra vous répondre. Donc vous posez vos questions dans Q et R, soit on vous répondra à l'écrit dans cet onglet. Pendant que ma collègue Justine parlera, peut-être que je vous répondrai rapidement, ou sinon on prendra les questions à l'oral et on y répondra également. Donc je vous invite à vous servir de ces deux outils pendant l'atelier pour nous faire toute remarque et poser vos questions s'il y en a. Autre chose, si jamais vous souhaitez d'autres éléments, on va parler par exemple d'éco-rénovation, vous souhaitez des conseils à ce sujet, vous avez nos coordonnées qui sont en bas à gauche sur chaque page du support, qui sont là affichées en bas sur celui-ci, avec notre numéro de téléphone pour prendre rendez-vous avec un conseiller spécialiste en éco-rénovation et notre adresse email à laquelle on pourra aussi répondre à vos questions sur les sujets qui concernent la rénovation des bâtiments à Paris. Vous verrez qu'il y a un lien très fort avec le sujet de la préservation vis-à-vis de la canicule et on en reparlera. Ensuite, le programme. On est ensemble pour environ 2 heures. L'idée, c'est qu'on va faire cet atelier en plusieurs parties. Je vais commencer par présenter en quelques mots l'Agence parisienne du climat si vous ne nous connaissez pas déjà, qui on est, ce que nous faisons. Ensuite, je vais laisser la main à ma collègue Justine qui animera l'atelier avec moi et qui parlera du sujet de l'impact du réchauffement climatique sur les chaleurs d'été à Paris. On a pas mal de données climatiques qui nous permettent de faire des projections, d'en savoir plus à ce sujet et de savoir à quelle sauce on va être mangé et je la laisserai développer sur tout ça. Justine s'occupera également de vous parler des différentes solutions qui sont portées par les acteurs du territoire, notamment par la ville de Paris, mais pas que, en prévision des canicules pour que l'on s'y adapte dès aujourd'hui. Une fois que ce sera fait, je reprendrai la main pour vous présenter les effets de la chaleur sur nos corps et nos bâtiments. Donc, on reviendra à une échelle un petit peu plus individuelle ou plus micro en tout cas, pour parler des effets de la chaleur sur nos corps et nos bâtiments. Et on en viendra à tous nos conseils d'éco-gestes et de bonnes pratiques pour améliorer notre confort pendant l'été. Dernière chose, on parlera aussi de ce que nous pouvons faire pour les autres. Ça vaut toujours le coup d'être mentionné. Alors, si tout est clair là-dessus, Justine, je vais te laisser prendre la main. Dis-moi juste au micro, comment est-ce que tu préfères faire? Est-ce que je te laisse ouvrir le support et faire défiler les pages toi-même ou est-ce que je le laisse ouvert et je le fais pour toi? Tu veux le laisser, ça m'ira. Je te dirai, je te fais un petit signe quand Très bien, on fait on comme ça alors. Ouais, Hop, donc alors, je commence par présenter la PC et je te laisse la main ensuite. On fait comme ça? ouais, très bien.
Ça marche. Donc, l'Agence parisienne du climat. Qui on est? Donc, on est une association qui a été créée par la ville de Paris il y a maintenant 10 ans, en 2011, bon anniversaire, pour travailler sur le déploiement du plan climat de la ville de Paris. Donc le plan climat de la ville de Paris, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui a été préparé et voté par les élus de la ville. La dernière version date de 2018 de mémoire, dans laquelle on va trouver tout un ensemble de mesures qui concernent la transition écologique de la ville de Paris. Donc, autrement dit, vous allez retrouver tout ce que la ville de Paris souhaite mettre en place, souhaite développer pour atteindre un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et pour adapter le territoire au changement climatique. Donc ça, c'est justement tout un ensemble de mesures dont va reparler Justine après. Nous concernant à l'APC, on travaille donc sur une partie de ces thématiques. Vous les voyez affichées. On est notamment sur les questions d'eau et d'énergie pour maîtriser nos consommations, sur les questions de rafraîchissement de la ville, sur les questions de qualité de l'air et donc aussi de végétalisation. C'est lié à ces thématiques et sur des sujets également de zéro déchet. Euh, on travaille auprès des particuliers, auprès des professionnels, des acteurs économiques et auprès des décideurs. Donc concrètement, pour être un petit peu plus opérationnel, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, il y a toute une partie de mobilisation du territoire avec beaucoup d'événements que l'on anime. Donc vous le voyez sur la partie à droite avec des ateliers éco-gestes que l'on fait dans le logement chaque mois. J'en anime une partie de ces ateliers avec une collègue. On a des cafés climat. Donc c'est là, on est plutôt sur des formats conférences-débats dans lesquels on fait venir des invités pour parler de certains enjeux de la transition écologique et comment est-ce qu'on on les vit aussi à Paris et comment est-ce qu'ils sont traités. Ça va être un défi déclic, par exemple, donc un challenge convivial pour apprendre à réduire ses déchets et ses consommations d'énergie. Sur le plan de la rénovation énergétique, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est une équipe aussi de conseillers et de conseillères spécialisés sur la rénovation du bâtiment qui sommes là pour donner un conseil qui est neutre et indépendant. Ça va être des événements organisés autour de ces questions de rénovation du bâtiment. Et c'est un accompagnement des copropriétés. Alors, Justine, tu as un petit écho? Ah, pardon. C'est également un accompagnement des copropriétés qui ont des projets de rénovation collective et que l'on va accompagner dans cette démarche. Enfin, et je termine avec ça, l'APC, c'est aussi des publications régulières d'articles sur notre site internet, toujours au sujet de diverses thématiques de transition écologique à Paris, et de l'édition de guides, de brochures pour vous aider dans votre transition. Alors, jusque-là, dites-moi dans le chat, est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a peut-être des petites questions au sujet de la PC à ce sujet ou pas? Pour le moment, j'en vois une et c'est une bonne question. Donc, alors ABR qui me demande pourra-t-on avoir le support pour le transmettre par exemple au conseil syndical? Ouais, bonne question. On enverra après l'atelier un petit mail avec pour être tout à fait clair, un sondage de satisfaction pour avoir vos retours, savoir un peu comment ce que vous avez pensé de l'atelier. Dans ce petit sondage, on parle de 6 questions, donc ça se fait vraiment en 20 secondes. Vous pourrez indiquer votre adresse email et on enverra le support aux personnes qui nous auront laissé leur mail dans ce fameux sondage. Euh, donc, vous aurez le petit support de présentation qu'on aura là. Et puis, on vous enverra aussi un petit peu de documentation, notamment des documents qu'édite la ville de Paris sur les bons gestes pour prévenir les coups de chaleur, par exemple, et d'autres petites choses de ce genre. Donc, on vous enverra un petit peu de ressources après l'atelier par mail. Vous pourrez tout à fait transmettre ça à votre conseil syndical, à votre entourage, à votre famille, sans problème. Hop, Justine, je te laisse du coup la main. Oui, Et donc, tu me fais le petit signe, je te ferai défiler les très slides. bien. Bonjour à tous, donc je suis Justine Dichon, je suis chargée de mission transition écologique à l'Agence parisienne du climat. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de décrypter un peu ensemble les impacts du réchauffement climatique sur les étés parisiens, que ce soit dans le climat passé, donc les constats qu'on peut faire sur l'évolution des températures jusqu'à aujourd'hui, et sur le climat futur. Et là, on va se baser sur les projections scientifiques voilà, qui sont disponibles pour essayer de comprendre un peu comment vont évoluer les étés parisiens selon les scénarios. Qu'est-ce qu'une canicule? Donc, en fait, on parle beaucoup de canicule, mais il y a plein de jargon quand on écoute la météo. On parle de pic de chaleur, vague de chaleur, canicule. Je vais juste essayer de préciser un petit peu ces termes-là qu'on entend beaucoup. Donc, un pic de chaleur, c'est un épisode de température qui est en fait
au-dessus des normales de saison, mais seulement sur une période de 24 à 48 heures. Donc ça peut être assez ponctuel. Une vague de chaleur, c'est un épisode de température qui est aussi anormalement élevé. Donc là, plus 3 degrés par rapport à la température moyenne mensuelle. Mais là, c'est étendu géographiquement et puis sur une durée qui est supérieure à 48 heures. Donc on parle d'un phénomène un peu plus long. Et une canicule, alors là, c'est une définition qui varie en fait même en fonction des lieux où on se trouve. Et à Paris, une canicule, elle survient quand la température excède 31 degrés en journée et ne descend pas en dessous de 21 la nuit pendant 3 jours d'affilée. Donc ça correspond à des seuils qui sont voilà, fixés par Météo France. Et par exemple, dans le Gard, une canicule, ça ne va pas être 31 degrés, mais ça va être au-dessus de 36 degrés et de 23 degrés la nuit. Donc on voit qu'en fonction de là où on se trouve, bah, c'est vrai que si on est plus au sud, et les températures plus élevées sont plus normales, on va dire. Donc tu peux passer la slide. Donc un petit récap d'un certain jour d'été 2019 où il a fait particulièrement chaud en juillet. On a atteint 42 degrés 6 en plein mois de juillet, donc un record de température qui n'avait été jamais relevé. Tu peux passer aussi la slide. Du coup, comment on sait ça? C'est que... Alors, excuse-moi Justine, attends juste pour une petite chose, il y a quand même quelqu'un, Dominique, qui indique dans le chat qu'on ne voit pas le partage d'écran. Donc, je pose la question à toutes les personnes qui y assistent. Vous le voyez bien depuis tout à l'heure? Je l'avais fait confirmer au début, mais je préfère être sûr. Ok, alors Dominique, il y a pas mal de messages qui m'indiquent que le support est visible, donc je pense que le problème vient peut-être de chez vous. Je vous invite du coup peut-être à vous déconnecter, vous reconnecter au webinaire si jamais vous avez encore un souci. Merci à tout le monde pour vos réponses. Bon, j'espère que tout le monde voit. Du coup, oui, je disais à Nabil que tu pouvais passer la slide. Mais c'est vrai que récemment, ce qu'on ressent, nous, je pense, en tant que Parisiens, c'est des records, on constate des records de température. Il y a de plus en plus de canicules, il y a des vagues de chaleur précoces et tardives. On l'a vu encore au mois de juin avec une vague de chaleur assez impressionnante début juin. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on ressent, mais il y a des données aussi scientifiques qui nous montrent en fait qu'il y a vraiment une évolution du climat, notamment en été à Paris. Et donc, tout ça, on le sait parce qu'en fait, il y a une station météorologique qui est située à Paris-Montsouris et qui est active depuis 1869. Donc, ça nous permet d'avoir des données fiables sur du long terme. Et le long terme, c'est comme ça qu'on analyse le climat, l'évolution du climat, puisqu'on compare en fait les données qui sont actuelles aux normales saisonnières qui sont calculées en fait sur une période de 30 ans qui nous précède et qui permet d'avoir d'avoir un regard scientifique sur l'évolution du climat. Alors, ce premier graphe, donc c'est des graphes un peu barbares. J'espère que vous allez quand même pouvoir les comprendre. Je vais essayer de les expliquer un maximum. Donc, en fait, le graphe 1 montre les anomalies de température moyenne ces dernières années. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'à partir de 1994, les saisons estivales, elles sont très majoritairement au-dessus de la normale. C'est tout ce qui est rose et rouge. Et donc, depuis les années 2010, ces anomalies de température, elles sont plus fréquentes et plus intenses. Donc, on le voit avec des couleurs et des barres de plus en plus hautes. Donc, parmi les 10 étés, parce qu'en fait, il y a 7 étés dans le 21e siècle, dont 2020, qui font partie du top 10 des étés les plus chauds. Donc, c'est un triste record. Et parmi les 10 étés les plus chauds depuis 1930, 5 sont compris entre 2015 et 2020. Donc, en fait, on voit que ça va de plus en plus vite et que ça s'intensifie. Et ce que nous montre aussi ce deuxième graphe, qui montre en fait l'intensité des vagues de chaleur depuis du coup 1930, c'est qu'on se rend compte que chaque été depuis 2017 est parmi les plus chauds du siècle. Donc, ça s'intensifie. Donc, il fait très chaud, très longtemps. Et on a des records. Par exemple, l'été 2020 se classe au deuxième rang des étés les plus chauds avec 8 jours de température maximale, c'est-à-dire au-dessus ou égal à 35 degrés. Donc, c'est énorme en fait. C'est un record avec l'été de 2003 qui était aussi
enfin là où on a connu une vague de chaleur, une canicule malheureusement très sévère avec des conséquences assez importantes. Donc dans le futur, que va-t-il se passer? Tu peux passer la slide, Nabil. C'est pas fait chez toi? J'ai Ah, pas... pardon, il y a eu un petit temps de décalage, du coup. D'accord. Pardon. Donc, dans le futur, que va-t-il se passer à notre échelle? Donc, ça, c'est une grande question que les scientifiques se posent, notamment le groupe international d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, qui publie des rapports. Donc, le dernier rapport a été publié en 2015 et ça rassemble en fait des centaines de scientifiques à travers le monde. Et il y a vraiment un consensus au niveau du GIEC pour nous dire qu'il va y avoir une évolution de la température. À Paris, on constate déjà une évolution de la température moyenne de plus de 2 degrés. Et cette augmentation, elle va varier en fonction en fait, des émissions de gaz à effet de serre qui vont avoir lieu ces prochaines années. Parce qu'il y a une causalité entre la concentration de gaz à effet de serre et l'évolution des températures au niveau mondial. Donc, comment on l'explique? C'est que l'effet de serre, c'est un phénomène à la base qui est naturel, donc qui permet d'avoir une température agréable sur Terre, donc de 15 degrés en moyenne. S'il n'y avait pas l'effet de serre, ce serait moins 19. Donc, heureusement qu'il y a cet effet de serre. Mais le problème, en fait, c'est que nous, avec nos émissions de gaz à effet de serre qu'on émet depuis l'ère industrielle, eh bien, on va fragiliser cet équilibre. Il est menacé. Et donc, les activités humaines, finalement, elles affectent la composition chimique de l'atmosphère en émettant des gaz à effet de serre, le carbone, le méthane, etc. Et donc, il y a un effet de serre additionnel qui est responsable de ce changement climatique actuel et qui va agir finalement aussi à retardement, puisque plus on ajoute de gaz à effet de serre, plus l'équilibre est menacé. Mais finalement, ce qu'on constate aussi, c'est que les déséquilibres vont surtout avoir lieu à partir de la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc l'objectif, c'est de réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre maintenant pour que ce ne soit pas pire après. Donc, je pense que je ne vous apprends rien. Mais du coup, les scientifiques essayent de faire des prédictions sur les futurs du climat en fonction de ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ils ont réfléchi à plusieurs scénarios. Donc, un premier scénario, c'est le RCP 2.6, c'est des noms barbares, donc voilà. Donc un premier scénario, donc un monde très sobre en émissions, dans lequel le réchauffement global, du coup, arrive à rester en dessous de 2 degrés. Donc là, c'est avec une politique climatique extrêmement importante, avec plein d'actions pour réduire nos émissions avant 2030, ce qui est aussi un enjeu assez considérable. Donc, qui permet de maintenir en dessous de 2 degrés. Un autre scénario intermédiaire, donc là, on continue à émettre pendant quelques décennies, mais on arrive à trouver des solutions et les émissions se stabilisent et décroissent avant la fin du XXIe siècle. Donc c'est le scénario médian. Et un dernier scénario, finalement, business as usual, on laisse faire. Et là, il n'y a pas de régulation des émissions et ça nous mène à environ plus 5 degrés d'ici la fin du siècle. Donc, que nous apprennent ces projections à notre échelle pour les étés parisiens? Donc, en fait, c'est cette slide. Donc, ce qu'on nous apprend, c'est que peu importe les scénarios, ce qu'on constate avec les lignes jaunes et les lignes violettes, donc tout ce qui est sur la partie gauche, c'est l'évolution actuelle, c'est les données, et les lignes, et après, ce sont les projections. Donc, ce qu'on nous montre, c'est qu'il va y avoir une évolution des températures. Mais cette évolution, elle va être plus ou moins marquée selon les scénarios. Le scénario du coup médian nous montre qu'il va y avoir une évolution des températures qui va être quand même maîtrisée. Mais le scénario du coup RCP 2.8, donc le scénario sans régulation d'émissions, nous montre que si on ne fait rien, on pourra atteindre plus 5 degrés à l'horizon 2071-2100 en été. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation des jours de chaleur en été. Tu peux passer à la slide suivante. Une augmentation des jours de chaleur. Aujourd'hui, on est à peu près à 12 degrés. Donc l'horizon proche,
nous montre que, voilà, donc en fait, ce que vous voyez sur ces cartes, c'est chaque ligne correspond à un scénario. Donc la première ligne, c'est le scénario où on émet le moins d'émissions de gaz à effet de serre. La deuxième ligne, c'est le scénario médian. Et la troisième ligne, c'est le scénario où il va y avoir, où on ne fait rien. Et donc, chaque colonne, la première colonne, donc c'est à horizon proche. Deuxième colonne, c'est horizon moyen, donc milieu du siècle. Et troisième colonne, c'est d'ici la fin du siècle. Désolée, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et donc, ce qu'on nous montre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, donc, on est à peu près à 12 jours de vagues de chaleur. À horizon proche, on pourrait atteindre donc, 16, voire 17 jours de vagues de chaleur en été. Donc, il n'y a pas trop de différence. À horizon médian, on pourrait atteindre 16 à 24 jours de chaleur en été. Donc là, on commence à sentir des différences. Et à horizon lointain, en fait, c'est 16 à 36 jours de vagues de chaleur en été. Donc en fait, on augmente considérablement le nombre de vagues de chaleur. Tu peux passer à la slide suivante. Mais on augmente aussi les phénomènes de nuit tropicale, de records de chaleur et de jours de canicule. Par exemple, c'est une carte sur donc la première carte avec la glace, la France qui fond. C'est une carte qui avait été réalisée par Météo France et qui montre à quoi pourrait ressembler un épisode de canicule en 2050. Et bien, on se rend compte que les records de chaleur, je ne sais pas si vous vous rappelez de la première carte que je vous avais montrée, mais ces records de chaleur, en fait, ils sont explosés. Et ce que nous montre aussi ce graphique, donc je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais je ne sais pas si Nabil, tu peux montrer la vague, la canicule de 2003 sur le graphe, c'est la petite bulle bleue Oui. avec ta souris. Donc voilà, elle est là. Ça, c'est la canicule de 2003. Donc aujourd'hui, c'est une des pires canicules qu'on ait connues, pire vague de chaleur. Les petits points jaunes, alors c'est pas très lisible, mais les petits points jaunes, c'est dans le scénario où on essaye quand même de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc on se rend compte que la canicule de 2003, elle est similaire au point jaune. Donc elle serait remarquable finalement si on arrive à maintenir ce scénario. Mais tous les gros points rouges que vous voyez, c'est le scénario RCP 2.8, c'est-à-dire le scénario où on laisse faire, où les émissions de gaz à effet de serre continuent à croître. Et là, on se rend compte que la canicule que nous montrait Nabil, la canicule de 2003, qui était exceptionnelle, finalement, elle sera normale, voire plutôt agréable si on compare à la sévérité et l'intensité des vagues de chaleur qui auront lieu ces prochaines années. Donc, désolée pour ce constat qui est assez navrant. L'objectif, en fait, c'est de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre pour essayer de limiter les conséquences du changement climatique sur les étés parisiens. Et en fait, à Paris, on est très vulnérable aux vagues de chaleur. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup, puisqu'on est, par exemple, les villes côtières peuvent être vulnérables à l'érosion ou à l'augmentation, l'élévation du niveau de la mer. À Paris, nous, c'est vraiment les vagues de chaleur. Et tu peux passer à la slide suivante. Et ça s'explique aussi parce qu'en fait, on est une ville. On est une ville qui est super dense avec une densité de population extrêmement importante, mais une densité aussi en termes de bâtiments. C'est-à-dire que c'est quand même très minéral. Il y a pas beaucoup de... Il y a quelques parcs, il y a des poumons des deux côtés de Paris qui sont les bois de Boulogne et les bois de Vincennes. Mais on subit quand même ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. Vous l'avez sûrement remarqué, quand on va à la campagne, la nuit, il fait frais. À Paris, la nuit, il fait super chaud parce qu'en fait, la chaleur, elle est emmagasinée par les matériaux, par la pierre, par le béton, par l'asphalte. Et tous ces matériaux, finalement, ils emmagasinent la chaleur en journée et ils la relâchent la nuit. Ce qui fait Si je peux me permettre, ce que tu décris là, Justine, c'est ce qu'on appelle l'effet d'inertie. Et vous verrez quand on va reparler après des éco-gestes dont dont je vais vous parler, que c'est un effet qui est très important à prendre en compte quand on parle du confort, notamment en hiver, mais aussi pendant l'été. Donc on reviendra sur cet effet d'inertie, de stockage de la chaleur dans les matériaux. Désolé pour l'interruption. Non, non, pas de souci, au contraire. Et donc, du coup,
Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet d'inertie et qu'on caractérise par l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, l'effet d'îlot de chaleur urbain, c'est une vague de chaleur qui stagne au-dessus de la ville et qui ne s'en va pas, puisqu'aussi, il y a pas forcément la capacité à avoir des vents qui vont balayer la chaleur, puisqu'on a une morphologie urbaine, on le voit là sur les schémas, avec, qui va stocker la chaleur. Et donc, on constate des écarts de température. Tu peux passer à la slide suivante. Des écarts de température qui vont de 5 à 10 degrés entre Paris et les zones rurales environnantes. Ça veut dire que il fait enfin, il y a le même temps, mais à cause de cet effet d'îlot de chaleur urbain, la nuit, il fait 5 voire 10 degrés de plus que, eh bien, par exemple, en grande couronne. Et donc, ça, voilà, c'est vraiment un des leviers sur lesquels la ville, etc., essaye aussi d'agir, en plus de réduire nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, puisque c'est au niveau mondial que ça marche. Il faut aussi penser à adapter la ville pour essayer de réduire cet effet d'îlot de chaleur urbain. Et donc, on va voir dans la deuxième partie qu'il y a des moyens pour essayer de réduire un peu l'intensité et d'essayer de faire que cet écart de température soit moins important. Voilà. Je vois pas de questions pour l'instant. Je les prendrai à la fin si vous êtes d'accord. Donc voilà. Donc ce que font la ville. Donc en fait, la ville de Paris et plein d'autres acteurs, ils essayent de minimiser les conséquences sur des canicules, puisque on a été beaucoup touché en 2003. Il y a eu quand même au niveau national 15 000 décès qui ont été attribués à la canicule. Et voilà, et notamment quand même beaucoup en Île-de-France. Et en fait, on constate une surmortalité qui est récurrente chaque année, malheureusement. Donc, il y a vraiment, enfin, c'est vraiment très important d'agir et de permettre aux gens de se rafraîchir en fait pendant l'été. Enfin, c'est un enjeu sanitaire, hein. C'est-à-dire que la canicule de 2003, avant le Covid, c'était la pire crise sanitaire qu'on ait connue au XXIe siècle. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu sanitaire. Donc ils travaillent à mettre à disposition des îlots de fraîcheur. Donc en fait, les îlots de fraîcheur, c'est considéré par la ville comme des lieux qui sont ombragés, qui sont agrémentés de brumisateurs. Ça peut être aussi des jardins qui sont plus frais que les autres, puisque si vous allez aux Invalides, je ne vous conseille pas en plein été. Par contre, vous pouvez très bien aller au but de Chaumont ou au parc Montsouris, où là, il y a plus d'arbres à fort développement qui vont apporter de l'ombre et qui vont permettre de se rafraîchir. Et donc, c'est aussi des piscines, des musées, des bibliothèques qui vont être rafraîchis ou naturellement frais. Parce que c'est vrai, Nabil en reparlera, mais il y a ce phénomène d'inertie. Et par exemple, une église ou un musée ancien va avoir la capacité finalement de stocker la fraîcheur en journée. Donc à Paris, il y a à peu près 900 espaces de ce type qui sont accessibles en journée et 800 la nuit. Donc, tu peux passer la slide. Ce que vous pouvez faire en plein été aussi, c'est aller sur la carte des îlots de fraîcheur, donc qui est accessible sur paris.fr. On va vous mettre aussi le lien dans le chat. Nabil, ou tout à l'heure, je le ferai. Je mettrai le lien dans le chat. Cette carte des îlots de fraîcheur, finalement, elle recense. Donc là, vous voyez des petits points, mais on peut zoomer ensuite. On va peut-être pas faire une démo parce que on va peut-être perdre le fil, mais vous pouvez zoomer et voir en fait autour de chez vous s'il y a des lieux frais. Donc les piscines, les terrains de boules qui sont sous les arbres. Et vous voyez aussi que là, en fonction de la couleur, plus le vert est intense, plus en fait l'espace vert va être frais. Donc par exemple, si vous souhaitez vous balader au Bois de Boulogne, vous pouvez regarder sur la carte et bien essayer de privilégier les zones les plus fraîches, donc qui sont caractérisées par la couleur la plus fraîche. Normalement, les horaires d'ouverture, elles sont mises à jour tous les jours, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez aller dans les musées, etc. Si c'est fermé, ce sera indiqué. Et sont aussi indiquées les fontaines à boire. Les fontaines à boire, ce ne sont pas des îlots de fraîcheur, mais par contre, voilà, c'est important de s'hydrater quand il fait très chaud. Tu peux passer à la slide suivante. Ouais, et petite précision au passage, petit rappel utile, hein, les fontaines que vous voyez justement dans la rue sont fournies en eau potable.
C'est Oui, information souvent méconnue et qu'il est bon de rappeler. ouais. Donc voilà, donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous, en tant que citoyen, à côté de chez vous, il y a un endroit, enfin je sais pas, un banc sous un arbre et qui est pas loin en plus d'une fontaine, donc là ce serait le top. Et bien si vous constatez qu'il y a cet endroit qui n'est pas forcément répertorié en fait sur cette carte, vous pouvez proposer sur le site. Donc, c'est le petit annuaire que vous voyez, c'est le quatrième petit logo. Vous cliquez dessus et ensuite vous pouvez proposer en remplissant certaines informations, le nom, l'adresse, décrire un petit peu cet îlot de fraîcheur, un nouvel îlot de fraîcheur. Et ensuite, les services de la ville regarderont s'ils peuvent l'ajouter à la carte. Alors, par contre, ça sera malheureusement en 2022 puisqu'il faut vérifier ces informations. Mais ça veut dire qu'il y a un objectif d'améliorer en fait ces cartes. Et si elle peut être participative grâce à vous et grâce à vos bons plans fraîcheur, eh bien c'est encore mieux. Voilà, parce que vous connaissez aussi très bien ce territoire. Tu peux passer. Donc, du coup, il y a aussi le registre Réflexe qui a été mis en place donc, au début pour la canicule, suite à la canicule de 2003 et au plan finalement national canicule. Donc, toutes les collectivités ont mis en place ces registres. Ça a aussi été utilisé pour le Covid, donc, mais pour la canicule, ça marche aussi. Donc, l'idée, c'est que si vous êtes une personne fragile, vulnérable, isolée, donc soit une personne âgée ou une personne malade, ou si vous connaissez des personnes âgées, malades, en situation de handicap ou isolées, eh bien, vous pouvez les inscrire ou vous inscrire vous-même. Alors, les inscrire avec leur accord ou l'accord du représentant légal sur ce fichier réflexe. Pardon. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, l'inscription, enfin, le principe, c'est que la personne, si le plan canicule est activé, donc pas enfin, c'est en fonction des niveaux de plan canicule. Et donc, la personne, elle sera contactée par des agents qui sont mandatés par la ville de Paris. Et donc, elle va recevoir des appels et des messages de prévention. Et donc, on va pouvoir l'appeler, voilà, savoir si tout se passe bien, etc., si elle a besoin d'aide, si elle a besoin d'être accompagnée dans une salle rafraîchie. Il y a des salles rafraîchies qui sont mises en place par certaines mairies d'arrondissement. Voilà, donc, et si vraiment il n'y a pas de réponse, il y a aussi la possibilité d'envoyer un médecin sur place. Donc voilà, ça ne coûte rien, l'inscription est gratuite, elle se fait en ligne au 3975, qui est un numéro de la ville gratuit, ou en mairie d'arrondissement. Donc ça peut être un plus voilà, pour les personnes isolées, fragiles, parce que l'isolement, voilà, c'est vraiment un des facteurs malheureusement qui va augmenter le risque lié à la canicule. Et typiquement, on parlait un peu de ce que l'on peut faire pour son entourage et dans une démarche un petit peu solidaire. Ce que vous pouvez faire, dans votre entourage immédiat, la famille ou des amis, mais aussi simplement dans votre bâtiment, hein, auprès de vos voisins et voisines, par exemple. C'est aussi les informer sur l'existence de ce registre et les inviter à s'y inscrire ou les aider à le faire, par exemple. Et aussi prendre des nouvelles, du coup. Enfin, en tant que citoyen, si vous prenez vous-même des nouvelles, que vous avez, enfin, Nabil en reparlera, mais c'est important d'avoir une présence, surtout pour les personnes isolées, en fait. Parce que c'est vrai que quand on est tout seul sous les combles, bon, c'est des chiffres qui font peur. Bon, j'hésite toujours à les donner, mais voilà, en fait, le risque de surmortalité pour une personne seule sous les combles, enfin, à Paris, dans un milieu de chaleur, il est 4 fois plus élevé. Donc, c'est énorme, en fait. Voilà, bon, ça fait un peu peur, mais c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'hydrater, appeler, aller dans les îlots de fraîcheur. Voilà, il y a des techniques qui permettent d'éviter tout ça, tous ces risques. Ensuite, donc l'Agence parisienne du climat, pour laquelle on travaille avec Nabil, a mis en place pour la ville, enfin pour les acteurs en fait de la ville, pas que pour la ville, les acteurs professionnels, une plateforme qui s'appelle Adaptaville et qui permet d'identifier des solutions concrètes qu'on peut mettre en place sur le long terme. Donc en fait, c'est des solutions, tu peux passer la slide. Donc on a identifié un peu
voilà, tous les endroits où ont été mis ces solutions. En fait, tu peux aussi passer la slide. Il y a une carte sur Adaptavie, vous pouvez aller voir, c'est une plateforme gratuite qui est accessible à tous. Même si elle est destinée aux professionnels, elle est quand même très pédagogique. Donc, vous apprendrez, je pense, aussi beaucoup de choses voilà, sur cette plateforme qui permet de trouver des solutions. Et ces solutions, ça peut être tout simplement Par exemple, vous avez sûrement entendu parler des permis de végétaliser. Les permis de végétaliser, ça permet de désimperméabiliser, d'apporter de la végétation. Et donc, ça permet par exemple d'éviter, quand il y a beaucoup de pluie, ça permet de désimperméabiliser, tout comme la végétalisation de la voirie, et donc de faire en sorte que les réseaux ils soient moins saturés. Donc de s'adapter à un aléa climatique qui est l'aléa forte pluie. Mais il y a aussi d'autres aléas climatiques, notamment la canicule, auxquels il faut s'adapter. Et donc, par exemple, la végétalisation de l'espace public, c'est un levier extrêmement que tout le monde connaît. Hein. Planter des arbres, c'est vrai que ça permet d'apporter de l'ombre, d'apporter de la fraîcheur, puisque les plantes évapotranspirent, donc elles apportent de l'humidité dans l'air. Et c'est cette humidité combinée à l'ombre qui va permettre finalement d'avoir un confort thermique pour les usagers qui est beaucoup plus appréciable. Et donc, la ville aussi, par exemple, de Paris, travaille à rafraîchir les cours d'école Oasis. Donc, certaines cours d'école aussi sont désormais ouvertes au public. Donc, vous pouvez aller sur paris.fr et sur la carte des îlots de fraîcheur, il y a des cours d'école maintenant qui vont apparaître aussi, qui seront ouvertes le soir et en week-end. Donc, c'est bon à savoir. Tu peux passer la slide. Et donc, sur le volet végétalisation, donc, il y a vraiment des objectifs assez forts pour végétaliser l'espace public. Donc là, c'est une esquisse parce qu'en fait, il y a une étude qui a été faite par l'APUR, c'est l'agence d'urbanisme de la ville, qui a essayé en fait d'identifier voilà. Donc on a la ville de Paris, on veut la végétaliser. Sur combien d'hectares on pourrait le faire à la ville de Paris? Quelles sont les rues qu'on pourrait végétaliser? Voilà, tout en prenant en compte les contraintes des réseaux souterrains, du métro, etc., qui finalement font qu'on ne peut pas planter des arbres partout. À Paris, ce n'est pas possible. Mais par contre, on a identifié quand même 100 hectares qu'on pourrait végétaliser, alors soit avec des arbres comme ça, des arbres d'alignement, soit avec des strates plus basses, des arbustes, etc. Et donc, ces objectifs, l'objectif, c'est de planter 120 000 arbres en se servant aussi des talus du périphérique, par exemple, qui sont un bon potentiel pour planter des arbres, des cours d'école et donc de l'espace public aussi, de la voirie. Et tu peux passer à la slide suivante. Donc, par exemple, on a déjà mis en place des choses, c'est-à-dire que près des écoles, il y a des rues qui ont été plantées. Et donc là, c'est un exemple dans le 9e arrondissement typiquement de végétalisation qu'on peut faire à Paris. Et donc, l'objectif, c'est de planter 100 hectares, donc c'est énorme. Hein. Donc, c'est des objectifs très ambitieux, mais qui vont potentiellement porter leurs fruits et permettre de rafraîchir sur plusieurs années. Tu peux passer à la slide après. Donc, il y a d'autres... à la slide avant. Pardon. Donc, il y a d'autres solutions. Donc là, c'est des petits dessins qui illustrent de solutions qui sont présentes sur Adaptaville. Donc, il y a des brumisateurs, par exemple, qui sont mis en place par la ville de Paris. Il y en a à peu près 80 sur l'espace public. L'année dernière, il y en avait moins avec le Covid parce qu'en fait, pour des questions sanitaires, on a préféré éviter d'allumer tous les brumisateurs. Mais maintenant, les agences de santé voilà, ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour les brumisateurs. Puis il y a des contrôles en fait, légionnels qui sont effectués. Et donc voilà. Et donc, il y a aussi des pavés qui sont mis en place. Enfin, les revêtements peuvent aussi permettre d'évapotranspirer l'eau et vraiment agir sur renforcer la place de l'eau sur l'espace public qui est un levier. Tu peux passer à la slide suivante. Et donc, on crée, par exemple, dans l'espace public, des nouveaux lieux de baignade. Donc ça, c'est un exemple à la Villette. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des piscines qui sont ouvertes plus longtemps en été. Il y a de nouvelles piscines qui ont été créées. Et l'objectif, c'est de faciliter l'accès à ces lieux de baignade à tous les Parisiens. Donc, n'hésitez pas en cas
Enfin, si vous avez envie d'aller à la fraîche, voilà. Et tu peux passer la slide. Et donc, on en parlait, il y a des brumisateurs et des fontaines aussi sur l'espace public. Donc, un exemple à Paris-Plage, mais il y a d'autres brumisateurs sur l'espace public dans des parcs, etc. Donc, ils sont souvent utilisés, c'est vrai, par les enfants, puisque c'est un des publics vulnérables dans les enfants. Il faut aussi qu'ils se rafraîchissent, qu'ils se mouillent le corps pour essayer de refroidir leur température. Donc, les brumisateurs ne consomment pas trop d'eau, hein. Ils consomment moins que, sur tout un été, on consommait moins qu'une famille de 4 personnes. Et il y a plein de brumisateurs comme ça qui sont mis en place. Et donc, les fontaines aussi à boire. N'hésitez pas à aller vers les fontaines Wallace. Moi, j'ai appris récemment, finalement, en tant que nouvelle parisienne qui arrivait de province, que ces fontaines, finalement, c'est de l'eau potable, hein. Donc, voilà. Et il y en a partout à Paris. Voilà. Il y en a plus de 1200 à Paris. Voilà. Et puis, pour renforcer la place de l'eau, il y a aussi des projets qui sont un peu voilà, en cours d'évaluation. Mais par exemple, à Paris, avant, il y avait la Bièvre. La Bièvre, c'est un des affluents de la Seine qui fait 35 km et qui passe par Paris et qui finalement, aujourd'hui, coule sous nos trottoirs. Moi, la Bièvre coule en bas de chez moi. Il y a des petits poinçons qui expliquent qu'ici coule la Bièvre sous les trottoirs. Et en fait, l'idée, ce serait de pouvoir découvrir la Bièvre. Là, vous avez des photos de la Bièvre à Paris, donc enfin, il y a plus d'une centaine d'années maintenant. Et en fait, on l'a recouverte. Donc, vous voyez les travaux qui ont permis de recouvrir la Bièvre. Et l'objectif, ce serait de pouvoir la découvrir pour créer en fait des nouveaux lieux frais avec des cours d'eau et des espaces végétalisés autour. Et toute cette eau apporte évidemment de la fraîcheur. Et pour l'instant, c'est dommage puisque c'est pas très utilisé. Voilà. Tu peux passer à la slide d'après. Et ensuite, ce qui me fait finalement transition avec la partie de Nabil, puisque il y a tout un tas d'actions aussi qui sont imaginées pour essayer d'améliorer le confort d'été dans les bâtiments, qui est un des autres leviers aussi pour essayer de s'adapter aux canicules et de bien vivre pendant les canicules. Et donc, je laisse la main à Nabil. Merci à tous et je vais regarder le chat. Ouais, donc première chose, c'est encore le moment, hein. J'ai pas vu beaucoup de questions passer pour ce qui concernait la partie de Justine. Donc si vous en avez, bah écoutez, n'hésitez pas à le dire tout de suite, hein, dans QR ou à faire vos remarques dans le chat. J'en profite pour répondre aussi à une question qu'a posée Zora Daou, qui nous demandait où pourra-t-on trouver la carte. Je pense que vous parliez de la carte des îlots de fraîcheur, donc elle est dans le support, donc vous la recevrez quand on vous enverra le support après l'atelier. Je le rappelle, hein, le support pour le recevoir, on vous enverra un sondage concernant ce que vous avez pensé de l'atelier et vous pourrez laisser votre adresse email pour que l'on vous transmette le support. On fera ça d'ici la fin de semaine. Je me permets juste, pardon, vous ne voyez plus, je me permets juste, je vais mettre le lien aussi de la carte dans le chat. Voilà. Ouais. Donc voilà. Ensuite, il y a eu d'autres questions, mais qui concernaient plutôt un peu la partie sur le bâtiment sur laquelle je vais revenir. Mais donc, avant de parler de tout ça, on va reparler aussi on va essayer de reposer quelques notions de base sur les effets de la chaleur sur nos corps et nos bâtiments. Ça me paraît utile de commencer par là. Donc là, on a eu une partie qui était beaucoup plus macro avec les données climatiques, avec les politiques menées par les acteurs du territoire pour s'adapter au changement climatique. Là, on va revenir sur quelque chose de plus micro. On va parler d'individus et de logements et de bâtiments et on va pouvoir en reparler. Je vois toutefois qu'il y a une question de Dominique Justine qui nous dit: d'après ce que j'ai vu des projets, la Bièvre ne serait découverte que sur de petites parties de Paris, surtout dans les parcs où elle pourrait surgir, type rue Berbier-Dumay. Mon immeuble est 6 le long du bras mort de la Bièvre. Rue Brillat-Savarin dans le 13e, peut-on imaginer la revoir à cet endroit? Alors, je ne sais pas, Justine, si tu as accès à des informations aussi précises concernant ce projet, parce que nous, on ne travaille pas directement dessus. En Donc, fait, pour l'instant, c'est vraiment au stade d'étude. Justement, il y a une agence, donc c'est l'Agence parisienne d'urbanisme, qui travaille sur cette étude pour essayer d'identifier justement
où est-ce qu'on pourrait réouvrir la Bièvre? Donc, vous vous doutez que, on ne peut pas la réouvrir partout à Paris, mais par contre, sur quelques tronçons. Et là, je n'ai pas du tout la capacité de vous dire où est-ce qu'elle sera réouverte. Je pense que ça va prendre enfin, plusieurs années hein, avant que ce soit concret. Et surtout, il y a une phase de préfiguration pour vraiment voir avec des ingénieurs, etc., où est-ce qu'on pourrait réouvrir ces tronçons puisque bah, il y a des routes maintenant. Enfin, voilà, on peut pas l'ouvrir partout, quoi. Mais bon, c'est à suivre et c'est intéressant de voir aussi déjà de voir si c'est possible et de voir ce qui pourra potentiellement ressortir de cette étude. Mais par exemple, à Vitry, il y a une rivière qui a été découverte, la Petite Saussée, et qui passe maintenant par plusieurs parcs. Et alors qu'avant, pareil, comme la Bièvre, elle était enterrée. Donc voilà, c'est des choses qui se font, hein. Ça s'est fait dans plusieurs villes et on espère que ça se fera à Paris. Très bien, merci Justine. Du coup, eh ben je reviens sur la partie qui va concerner les effets de la chaleur sur nos corps et nos bâtiments. Donc je le disais, on va poser quelques sujets un petit peu de base sur le confort thermique. L'idée, premièrement, ce qu'il faut rappeler et qui va être important pour la suite, c'est qu'il y a 3 effets qui vont avoir un impact très fort sur le confort thermique que vous allez ressentir lorsque vous êtes dans un bâtiment. À vrai dire, ça va aussi jouer à l'extérieur. Premièrement, ça va être la température. C'est tout bête, tellement qu'on finit par ne plus y penser, mais évidemment, selon la température ambiante, vous n'allez pas avoir le même ressenti. Et donc, il va falloir ici que je vous fasse la distinction entre température ambiante et température ressentie. La température ambiante, c'est la température de l'air. Donc, ce n'est pas nécessairement celle que vous allez ressentir à la fin. C'est pour ça que vous avez ce schéma qui est affiché. Et la deuxième chose, c'est que la température ressentie, c'est une moyenne que notre corps va faire entre la température ambiante, donc celle de l'air, et la température des volumes qui se trouvent à proximité de vous. Donc quand je vous dis des volumes, ça va être par exemple la température des murs ou des parois. Donc par exemple une fenêtre. L'exemple le plus simple que je puisse vous donner et qui est le plus parlant, je pense, c'est quand vous vous tenez en plein hiver, il fait froid, et vous vous tenez à proximité d'une fenêtre en simple vitrage. Donc vous avez une paroi qui est très froide. Euh, alors, Lucille, je vois une question que vous nous posez. Honnêtement, je pense pas que c'est le bon moment là comme ça pour en parler. Mais vous pourrez peut-être recontacter, nous recontacter après l'atelier parce que là et on pourra en discuter peut-être un petit peu plus à froid, notamment avec Justine. Donc je vous le disais, premièrement, on a l'effet de température ressentie. Vous avez une paroi froide à proximité de vous, la fenêtre elle est en simple vitrage. Vous allez donc avoir une partie de votre chaleur de votre corps qui va être aspirée vers le froid, et vous allez avoir un effet qui va être très désagréable en termes de confort thermique. C'est pour ça que là, on a un exemple à gauche avec une paroi qui est à 14 degrés, donc assez froide, une température ambiante à 20, et résultat, le ressenti, il va être autour de 17 degrés. Donc là, vous allez avoir un peu froid. Vous avez l'autre situation qui est la situation de confort, dans laquelle vous avez une paroi qui, elle, est à 19 degrés, donc une température qui est proche de la température ambiante. On peut imaginer par exemple que c'est un bâtiment isolé. Et donc là, votre ressenti va être à 19 degrés et demi, hein, on schématise. L'idée étant en tout cas que ici, vous allez justement être dans une sensation de confort. Euh, une fois que ça s'est dit, vous allez avoir un deuxième effet qui va jouer sur votre confort thermique. Deuxième effet, il est simple également, c'est l'effet d'humidité. Le taux d'humidité que vous allez avoir dans le bâtiment dans lequel vous vous trouvez va beaucoup jouer sur le confort que vous allez ressentir. Quand vous êtes un air qui va être trop sec, en dessous de 35%, vous allez avoir un assèchement des muqueuses, vous allez avoir soif beaucoup plus vite, les poussières se développent plus rapidement aussi, les acariens également, donc c'est pas bon en termes de qualité de l'air. Quand vous avez un air qui est trop humide, ça va poser plusieurs problèmes. Premièrement, dans le logement, ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes, des problèmes d'humidité si c'est mal ventilé, donc des soucis de moisissure ou de condensation par exemple. Mais ça peut être également des problèmes qui vont être plutôt à la fois de l'air qui est plus difficile à chauffer en hiver,
quand il est très humide, donc vous allez surconsommer de l'énergie. Mais pour ce qui nous concerne avec les chaleurs d'été, l'air trop sec, le souci qui va poser principal, c'est il va ralentir l'évaporation de notre transpiration. Donc là, il faut rappeler ce petit principe de base, hein, mais quand on a chaud, on transpire. C'est un effet qui est naturel. Et ce que ça permet à notre corps de faire, c'est d'évacuer sa chaleur et de réguler sa température. Donc c'est très désagréable, mais c'est ce qui permet aussi, en fait, c'est à la fois un symptôme qu'il fait chaud, mais c'est ce qui permet aussi de ne pas être en train de surchauffer. Le fait d'avoir un air qui va être trop humide va ralentir l'évaporation de votre transpiration et donc va ralentir le rafraîchissement de votre corps. Donc là, un exemple le plus bête que l'on puisse donner, c'est l'exemple d'un sauna. Vous entrez dans un sauna, alors à la fois il fait chaud, mais l'air est très humide, donc vous sentez qu'il fait super lourd et on suffoque un peu, c'est pas agréable. L'autre exemple, c'est celui des chaleurs d'été, à des moments où on va avoir par exemple une météo orageuse. Juste avant cet orage, on va ressentir qu'il fait très lourd dehors. C'est pas évident de tenir comme ça. Et donc, vous sentez bien que le confort n'est pas le même. Dernier élément. Donc là, j'ai dit la température et le taux d'humidité. Dernier élément qui va jouer sur votre confort. Pareil, vous le connaissez déjà, c'est la circulation de l'air. Je vous développe pas sur pourquoi est-ce que avoir un courant d'air chez vous en plein hiver ne va pas être agréable, hein. On a un vent froid, ça va évacuer la chaleur de votre corps plus rapidement, donc forcément vous allez avoir plus froid. Mais la deuxième chose, au moment de l'été, si vous vous aventurez, par exemple, du côté de Marseille un jour de Mistral, il peut faire très chaud, mais avec ce Mistral, avec ce vent qui va être plus ou moins fort, hein, ça peut être une brise, mais ça peut être beaucoup plus, vous sentez quand même que cette température est plus facilement tenable. Pourquoi? Parce que cette circulation de l'air, cette brise que vous allez ressentir, va vous permettre d'évacuer votre transpiration plus rapidement. Et donc, ça va permettre d'avoir un confort qui va être amélioré. Et vous allez voir que ça va jouer ensuite sur ce dont on va reparler. Euh, mais avant ça, il faut qu'on parle de la façon dont va se réchauffer un bâtiment. L'idée, c'est qu'on va beaucoup parler de comment se préserver des canicules à Paris, et une bonne partie de ces mesures vont concerner ce que vous pouvez faire quand vous êtes chez vous ou à votre lieu de travail, quand vous êtes dans un bâtiment du coup. Donc comment est-ce que ce bâtiment se réchauffe? Premièrement, ça va être le rayonnement solaire par les fenêtres. C'est très simple, c'est l'exposition directe. Pas grand-chose à développer, hein. L'exposition solaire, le soleil va venir taper sur votre sol ou des murs ou des meubles qui vont eux-mêmes, comme l'expliquait Justine tout à l'heure avec l'effet d'îlot de chaleur, ces volumes dans le logement, dans le bâtiment, ils vont stocker de la chaleur et ils vont ensuite la restituer pendant plusieurs heures derrière. C'est pas agréable. Deuxième chose, ça va être la pénétration indirecte de la chaleur par les murs et la toiture. La chaleur ne circule pas uniquement là où il y a une exposition directe au soleil. Vous pouvez vous tenir à l'ombre et donc pas être exposé directement au soleil, vous allez quand même avoir chaud, donc ça ne suffit pas, l'ombre ne suffit pas, même si ça aide. Donc la deuxième chose, c'est la pénétration indirecte qui va se faire par l'enveloppe du bâtiment, les murs, la toiture. Troisième élément, ça va être la pénétration de l'air chaud, c'est-à-dire que l'air lui-même transporte des calories de chaleur. Et donc, c'est pour ça, on reparlera de la ventilation du logement, c'est pour ça que si vous ouvrez en pleine canicule votre fenêtre à 15 heures, c'est probablement pas une super idée. Parce que s'il fait encore plus chaud dehors que chez vous, bah, vous allez juste réchauffer votre logement en faisant ça. On en reparlera. Mais en tout cas, cet air chaud lui-même transporte des calories de chaleur qui ensuite vont être emmagasinées à l'intérieur du bâtiment, dans les murs, les meubles, le sol, etc. Et par effet d'inertie, cette chaleur va être restituée ensuite. Donc, autrement dit, l'air chaud va réchauffer la température ambiante également dans le bâtiment. Dernière chose, hop, ça va être les activités à l'intérieur du bâtiment. Vous allez avoir des apports de chaleur intérieure sur lesquels je reviendrai. Là, un exemple pareil, hein, un exemple, disons, un peu caricatural que je peux vous donner, c'est tout simplement une salle de sport qui n'est pas climatisée ou mal ventilée. Aller dans une salle de sport au moment d'une canicule, vous allez sentir qu'il fait encore plus chaud que dans n'importe quelle autre pièce du même bâtiment. Pour peu que cette pièce, voilà, hein, soit pas très spacieuse. Si c'est un terrain de handball, a priori, vous allez peut-être pas trop le sentir. Si c'est une salle de boxe un petit peu confinée, vous allez rapidement sentir quand même qu'il fait très chaud parce qu'on a tout un tas de personnes qui sont elles-mêmes en train de se réchauffer en faisant de l'activité physique. Bon, une fois que ça c'est dit, je regarde juste s'il y a eu des questions, mais je crois que non. En tout cas, Justine s'est occupée de les traiter. J'en vois une. Alors,
Pierre qui nous demande: «Mon appartement et une quarantaine d'autres donnaient sur un jardin intérieur privé qui comportait 4 arbres de haute tige qui formaient un écran végétal. Ce jardin et ses arbres ont été supprimés en 2018 pour être remplacés par une terrasse en béton pour un restaurant-bar. Contradictoire par rapport à votre présentation. Que faire sachant que le permis de construire a été utilisé?» Hem Écoutez, là, tout à fait honnêtement, je vais pas être en capacité de vous répondre là-dessus. Il y a des situations dans lesquelles pour différents projets urbains ou immobiliers, certains espaces végétaux peuvent être amenés à disparaître. L'objectif de la ville reste que au total, au global, on fasse, augmenter la surface de ces espaces végétalisés. Maintenant pour, ce qui concerne ce projet en particulier, je ne vais pas être en capacité de vous répondre, dans la mesure où ici, bon, je ne connais pas les éléments et je ne vous cache pas que ça échappe quelque peu à nos compétences. Nathalie nous demande: «Comment envisager d'améliorer le confort thermique des bâtiments publics comme les établissements scolaires constitués de grandes baies vitrées et de parois mal isolées, comme dans les constructions des années 70 et 90?» Et donc vous nous donnez l'exemple d'un collège dans le 12e. Bah, écoutez, on va reparler là parce que, on va reparler de la rénovation des bâtiments. Et vous allez voir que ce que je vais dire sur les bâtiments, là, je vais beaucoup parler de logement, mais ça s'applique tout à fait à des écoles ou à d'autres bâtiments publics. Donc, on va en reparler dans quelques instants. Je vois pas d'autres questions dans l'immédiat, donc je continue. Les bonnes pratiques pour soi et pour son logement. On va commencer par quelques préconisations individuelles. J'espère que je ne vais pas vous donner l'impression de vous redonner quelques recettes bien connues, et des petits conseils, des conseils de grand-mère comme on peut dire. Mais toujours l'idée, c'est de redonner un peu toutes les bases qui sont parfois bonnes à rappeler. Premièrement, quand vous allez, donc là je parle pas encore de bâtiment, je parle vraiment de ce qui vous concerne en tant qu'individu. La première chose, ça va être de penser à vous hydrater correctement pendant, ces épisodes de chaleur. Mais vous hydrater correctement ne suffit pas. Quand vous transpirez, vous allez aussi perdre des minéraux, ce qui veut donc dire qu'il faut bien penser également à manger. Et donc, manger, ça va être manger notamment, des aliments frais et aqueux, c'est toujours une bonne idée pendant l'été, des soupes froides, des bouillons, des fruits ou encore des salades. L'idée, c'est également de récupérer ces minéraux qui sont perdus avec notre sueur. Sachant que, quand on est dans des journées, très chaudes, très souvent on a moins d'appétit. Mais il est important de ne pas commencer à sauter de repas. Vous pouvez par exemple manger plus léger, hein, ça n'empêche rien, donc vous pouvez choisir le repas, c'est pour ça qu'on vous fait cette suggestion. Mais, il est important de continuer à manger. Deuxième chose, donc s'hydrater, je le disais, mais, s'hydrater pas n'importe comment. Premièrement, vous pouvez boire chaud à petite dose. Boire chaud à petite dose, ça va vous permettre en fait tout simplement de faire augmenter temporairement la température de votre corps et donc de vous faire suer un petit peu. Typiquement, ça va être de boire un thé. Par exemple, vous pouvez, penser, à des pays méditerranéens dans lesquels on n'arrête pas de boire du thé, pendant l'été, bien au contraire. On continue, parce que ça permet en fait de réguler la température de notre corps. Sur le moment, dans l'immédiat, on a chaud, mais en fait, sur du plus long terme, les minutes qui suivent, les instants qui vont suivre, on va permettre en fait de réguler correctement la température de notre corps. Alors évidemment, c'est pour ça que je l'ai indiqué à petite dose. Je vous parle pas là de descendre 3 litres de thé très chaud, c'est pas forcément une très bonne idée. Le reste du temps, ce que l'on vous encourage, c'est plutôt à boire tiède ou à boire froid, mais en tout cas pas à boire très frais. C'est pas une bonne idée de boire très frais parce que ça va vous donner dans l'immédiat une sensation de chaleur, enfin de fraîcheur, pardon, une sensation de fraîcheur qui va être très immédiate, mais ça va envoyer un mauvais signal à votre corps, puisque votre corps va interpréter ça comme il fait moins chaud, je peux donc ralentir mon processus de transpiration et donc en fait, vous allez recommencer ensuite à surchauffer et ça va pas être très confortable pour vous. Donc vous pouvez boire frais, vous pouvez boire tiède, je vous conseille d'éviter de boire trop frais. Donc le coup de la bouteille d'eau ou de la gourde que vous allez mettre dans un congélateur quelques minutes avant de boire l'eau, c'est pas une bonne idée. C'est une fausse bonne idée. 3e chose, éviter, la consommation d'alcool. Je ne sais pas si j'ai besoin de développer, ça donne chaud, c'est pas une super idée, ça peut aussi, ça va pas forcément beaucoup participer à vous hydrater. Donc ça peut donner envie, mais c'est pas ce qui est optimal, on va dire. Et dernière chose, vous pouvez aussi mouiller votre corps.
Vous pouvez boire, vous pouvez aussi mouiller votre corps. Donc tout à l'heure, on en parlait des brumisateurs, donc vous pouvez vous en prendre des petits brumisateurs individuels. Et puis il y a ceux qui sont installés sur l'espace public dont parlait Justine juste avant. Vous pouvez également, s'il fait vraiment très chaud, aller prendre une douche. Même conseil que pour l'eau que vous allez boire, évitez la douche trop fraîche. Une douche tiède, c'est très bien. Pour éviter, toujours pareil, d'envoyer le mauvais signal à votre corps. Sinon, après 5 minutes après la douche, vous allez recommencer à avoir beaucoup trop chaud. J'insiste sur cette question d'hydratation. Les personnes âgées en particulier la ressentent moins. C'est pour ça que l'on insiste autant, hein, sur le fait de s'hydrater, parce que bon, les personnes âgées ressentent moins la soif et donc vont peut-être avoir un peu plus tendance que les autres à oublier de boire lorsqu'il fait chaud. Donc c'est important de continuer à le faire si vous êtes vous-même concerné et puis si vous en avez autour de vous, de le rappeler à vos grands-parents, par exemple, que c'est toujours utile de le faire. Bon, une fois que ça c'est dit, je continue sur les conseils à une échelle assez individuelle, hein, c'est aussi les vêtements que vous allez porter. Premièrement, au niveau des vêtements, on vous conseille évidemment de porter moins de couches de vêtements pour mieux évacuer la température corporelle, donc surtout chez vous. Heu, c'est pour ça, par exemple, si je reprends cet exemple du Proche-Orient, qu'on a souvent vous voyez, des tenues qui sont en fait des tenues très amples, hein, c'est le deuxième conseil et qui ne sont pas composés de plusieurs couches. S'il fait 35 degrés, vous voyez là, je porte un t-shirt avec une chemise au-dessus. Bon, bah, la petite chemise, je pense qu'à 35 degrés, je la retire, même à 30 à vrai dire. Parce que ça va ralentir, là aussi, l'évacuation de ma température corporelle. C'est le même conseil qu'en hiver. En hiver, on met plusieurs couches pour améliorer son isolation, sauf que bah, là, je ne veux pas ralentir l'évacuation de ma chaleur pendant l'été, bien au contraire. Donc portez moins de couches de vêtements, portez des vêtements amples, je développe pas, ça vous permet d'être plus confortable. Quand vous avez des vêtements qui sont plus serrés, ça va aussi ralentir l'évacuation de votre chaleur corporelle, ça va ralentir l'évacuation de votre transpiration et donc ça va ralentir la régulation de votre chaleur corporelle. Troisième chose, évitez les matières synthétiques. Ce que vous pouvez faire, c'est privilégier les matières comme le coton, le lin ou le chanvre, qui vont avoir de meilleures propriétés vis-à-vis de la chaleur et de votre sueur, qui vont plus rapidement l'évacuer, et ce qui va donc vous permettre de vous sentir aussi mieux. Privilégier les couleurs claires, qui vont réfléchir une partie du rayonnement solaire, qui vont réfléchir une partie du rayonnement qui est renvoyé par les murs. Et dernière chose, porter un couvre-chef. Donc là, on est sur, bon, bah, c'est évident, c'est pour se préserver du coup de chaleur, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler. Alors, est-ce que là, jusque-là, tout est clair? Ouais, je ne vois pas de questions a priori. Je vérifie le chat, hein. Non, ok. Donc jusque-là, tout semble bon. Donc ensuite, bah, qu'est-ce qu'il faut rappeler? Il faut rappeler les premiers signes pour reconnaître le coup de chaleur. Les voici. Des maux de tête, des vertiges, des difficultés à réfléchir ou à se concentrer. Vous pouvez avoir la peau rouge et chaude et ça peut être un pouls rapide. Alors si c'est seulement l'un de ces effets, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en train de faire un gros coup de chaleur, mais c'est quand même un signal d'alerte. Par contre, si vous en avez plusieurs, là, il y a un sujet, donc il faut réagir rapidement. Ce que vous pouvez faire, c'est contacter un médecin. Alors, soit vous-même, soit du coup, si vous remarquez une personne qui a l'air d'être en train de faire un coup de chaleur, vous contactez un médecin. La personne peut du coup se déshabiller. Je ne parle pas de se mettre nu dans la rue, hein, mais justement, s'il y a plusieurs couches de vêtements, et bah, c'est le moment là d'en retirer une. Euh, et puis, ça va être d'humidifier la peau. Donc, brumisateur, ça peut être du linge mouillé, juste ça asperger avec de l'eau fraîche. Toujours pareil, pas de l'eau glacée, hein, de l'eau tiède ou de l'eau fraîche. Et puis de se mettre à l'ombre et se reposer un petit peu si vous avez un coup de chaleur. Une fois que ça c'est dit, on va en venir du coup à ces sujets qui concernent le bâtiment, sur lesquels il y a eu quelques remarques, quelques questions tout à l'heure. Et on va commencer par là. Pourquoi éviter la climatisation? Parce que finalement, on pourrait se contenter de se dire, bon, bah, il fait chaud, ça va être de pire en pire, je vais mettre une clim chez moi et ce sera réglé. Bon, là, je vais essayer de vous faire la démonstration que c'est pas pareil, c'est une fausse bonne idée. Excusez-moi. Première chose à rappeler, ou en fait même à vous apprendre si vous ne le saviez pas déjà, c'est que les climatiseurs contribuent au réchauffement climatique par leurs importantes consommations d'énergie. Il faut le rappeler, les consommations d'énergie que vous faites chez vous ou ailleurs ne sont jamais neutres. C'est une énergie qui est produite
qui est acheminé. Et tout au long de ce processus, il va y avoir des émissions de gaz à effet de serre qui vont être réalisées. Donc, émissions plus ou moins grandes selon l'énergie dont on parle. On ne parle pas de la même chose quand on parle de gaz ou d'électricité, mais il y en a quand même. Quand c'est de l'électricité, pour la production nucléaire en France, ça va être l'extraction de l'uranium à l'étranger, l'acheminement de cet uranium, ça va être la transformation ensuite de ces matériaux pour produire de l'électricité. Et donc, tout au long de ce processus, on a aussi de l'énergie qui est consommée. Ça va être aussi des émissions de gaz à effet de serre. Euh, Notamment au moment des activités d'extraction. Et c'est pas parce que ces émissions sont plus faibles en France que dans d'autres pays qu'elles n'existent pas. Elles sont là. Il y a besoin aussi de les prendre en compte. Et puis, quand on parle d'autres énergies, ça va être par exemple la combustion du gaz. Bon, ici, je parle des climatiseurs, donc en fait, on parle surtout d'électricité. L'idée, en tout cas, c'est que, dans d'autres pays, on a une production d'électricité qui est très loin d'être aussi décarbonée qu'en France, très très loin de ça. On a beaucoup encore de centrales thermiques, même en Europe. Et donc, on a des consommations d'énergie qui peuvent exploser avec la multiplication des climatiseurs. Par exemple, en Chine, pendant l'été, c'est à peu près la moitié des consommations d'énergie se fait uniquement avec les climatiseurs qui sont là. Et donc, on a un gros sujet qui concerne leur utilisation. Ce qu'on veut éviter, c'est de les multiplier. Donc ça, c'est la première chose, c'est que par leur utilisation, on contribue à l'effet de réchauffement climatique dont on essaie de se préserver. Deuxième chose, c'est qu'on va aggraver le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Là, l'explication est très simple. Le fonctionnement du climatiseur, c'est de produire de la fraîcheur dans votre logement et de rejeter l'air chaud à l'extérieur. Donc ça implique soit que vous allez installer un module sur votre mur et on doit faire un trou sur le mur qui donne sur l'extérieur pour évacuer cet air chaud, soit c'est des modèles de climatiseurs dans lesquels vous devez faire passer un tuyau par la fenêtre ou par la porte d'entrée. Vous voyez parfois certains magasins à Paris qui font ça pendant l'été, des petites épiceries où il y a le tuyau sur le pas de la porte. Et ce tuyau, il est là pour rejeter l'air chaud à l'extérieur. Donc vous aggravez l'effet d'îlot de chaleur urbain qui existe déjà, dont on souffre déjà. Et donc on se retrouvera, si on les multiplie, ces climatiseurs, peut-être avec des logements, des bâtiments dans lesquels à l'intérieur on est à peu près à l'aise, et puis on va continuer de suffoquer dans les rues. Vous voyez bien que c'est une solution qui n'est pas non plus viable pour notre avenir. Troisième chose, bah, c'est qu'il n'est pas toujours possible d'en installer au sein de sa copro, tout simplement, pour deux raisons, hein. Soit ça va être parce qu'on doit on doit créer ce fameux module que vous allez mettre sur le mur extérieur. Pour ça, il faut faire une déclaration de travaux près de la ville de Paris, et la ville, pour les raisons que je viens de vous expliquer, eh ben, elle va pas laisser passer cette déclaration de travaux. Soit vous avez des climatiseurs sans module, mais donc à ce moment-là, ils fonctionnent avec le fameux tuyau. Et là, ça devient encore plus absurde, parce qu'en fait, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a de la chaleur qui entre avec l'air chaud, et pour faire fonctionner le climatiseur, il faut que vous laissiez la fenêtre ouverte toute la journée. Alors du coup, vous avez un climatiseur qui va encore plus consommer de l'énergie pour fonctionner. Enfin, on commence à en arriver à des niveaux d'absurdité qui sont assez élevés. Euh, Dernière chose aussi, pourquoi c'est pas possible d'installer au sein de la copro, il y avait la ville refuse pour les raisons écologiques, on va dire, liées aux consommations d'énergie et aux îlots de chaleur urbains. La deuxième chose, c'est aussi la question esthétique, tout simplement. On essaie de préserver une certaine esthétique des bâtiments parisiens. C'est un enjeu qui est de plus en plus pris en compte par la ville de Paris. Et donc, si on voit se multiplier à tous les étages des modules comme ça, qui en plus de ça, parfois font du bruit, bon, c'est pareil, c'est une solution qui n'est pas viable dans un territoire aussi dense que la ville de Paris. Pour ce qui est du conseil que vous donnez, Dominique, il est tout à fait juste, et je reparlerai un peu plus tard de draps humides. Il y a un des conseils qui est lié à ça. Hop, et puis après, bah écoutez, vous dites dans la copropriété, certains ont fait des trous dans la partie bois de la fenêtre. Bah écoutez, c'est vraiment pas une bonne idée. Enfin bon, là, ça les concerne, hein, mais du coup, il se crée un super pont thermique pour l'hiver, donc bon, c'est vraiment pas une bonne idée. Euh, Autre chose, je continue sur les questions de climatisation et de ventilation liées au Covid. On a un contexte spécifique lié à ça, donc je le rappelle, hein, respectez les gestes barrières. Si vous avez des symptômes, vous restez chez vous et vous contactez votre médecin, on porte le masque, etc. Pourquoi je rappelle ça? Je pense surtout aux bureaux, hein, dans lesquels il y a des climatiseurs ou des ventilateurs qui sont utilisés. Et pas d'obstacle à l'utilisation de climatiseurs individuels en termes sanitaires. Ça ne remet pas en cause ce que je vous ai dit juste avant, hein, pour la question écologique. Mais pensez à bien ventiler, à bien aérer le logement. Pensez à bien entretenir le filtre du climatiseur et aérer régulièrement la pièce. Et si vous avez un ventilateur avec plusieurs personnes qui se trouvent dans la pièce, même avec des masques, évitez le ventilateur.
parce que vous allez en fait brasser de l'air et donc potentiellement, s'il y a une personne qui est porteuse du Covid, vous allez accélérer sa transmission en faisant circuler, l'air dans la pièce. Voilà, là on et ces conseils sont tirés des recommandations, hein, du Haut Conseil pour la santé publique qui avait été fait, il y a 1 an, donc c'était en mai 2020, heu, que nous avons, voulu restituer ici, au vu du contexte. Bon, c'était une parenthèse, je la laisse de côté. Maintenant, on va en venir à tous les conseils pour garder la chaleur hors de son logement. Là, je vous ai dit pourquoi est-ce qu'on ne veut pas d'un climatiseur. L'idée, ça va être aussi de savoir du coup qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions alternatives et je vous rassure, il y en a pas mal. Il y en a pas mal et elles sont bien éprouvées. La première, c'est la plus évidente et la plus efficace de très loin, c'est, celle des travaux de rénovation. Donc on va penser ici à des travaux d'isolation en premier lieu. On a des bâtiments à Paris, mais ailleurs également, qui étaient jusqu'aux années 70 mal conçus sur le plan thermique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'isolation parce que ça n'était pas un enjeu. Il n'y avait pas cet enjeu de faire des économies d'énergie. Et donc, on pouvait se contenter de se reposer sur le chauffage pour améliorer son confort thermique. Donc, à partir de 74, il y a eu les premières normes thermiques qui ont imposé d'avoir de l'isolation dans les bâtiments, mais avant, ça n'était pas le cas. Et ça veut donc dire qu'il y a un enjeu pour tous ces bâtiments qui ne sont pas isolés, mais aussi pour ceux des années 70, parce que là, ça commence à faire longtemps, ils ont besoin d'être entretenus, de les rénover pour venir créer une couche d'isolation. Donc, travaux qui peuvent se faire sous la forme de rénovation globale. On va rénover tout le bâtiment, on va intervenir sur plein de plans, l'isolation des murs, toiture, le système de chauffage s'il est collectif, la ventilation, les fenêtres, etc. Mais ça peut être aussi simplement, vous avez un ravalement sur les façades ou les murs pignons de votre bâtiment, et ben à ce moment-là, au moment du ravalement, pensez à faire cette isolation. Je ne vais pas développer sur le parcours comment ça se passe et les conseils pratiques sur l'isolation, parce que ce n'est pas la place de cet atelier. Je vous rappelle en revanche que nous sommes, j'en fais partie, une équipe de conseillers spécialisés sur ce sujet, qui pouvons vous conseiller gratuitement. On peut vous orienter vers les bons professionnels, vous aider dans le choix des matériaux, vous indiquer quelles sont les étapes, c'est-à-dire par où on commence, est-ce qu'il faut faire une étude avant? C'est souvent le cas. Est-ce qu'on peut se lancer? Quelles sont les aides financières s'il y en a? Et donc tout ça, on le fait avec la plateforme Coach CoPro. Donc vous pouvez vous y inscrire dès maintenant si vous le souhaitez, donc coach comme le coach sportif, hein, ou vous pouvez simplement nous écrire à l'adresse mail qui est en bas à gauche, ou prendre rendez-vous au numéro de téléphone qui est également affiché. En tout cas, cette isolation, ce qui est bien connu, c'est qu'elle permet de ralentir l'évacuation, enfin la perte de chaleur pendant l'hiver. Donc, on utilise moins de chauffage, on fait des économies d'énergie et on gagne en confort parce qu'on a beaucoup moins d'effets de parois froides dans le logement. Ce qui est souvent moins connu, c'est que l'isolation permet aussi de ralentir ou d'atténuer les effets de surchauffe pendant l'été. Parce que la chaleur, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle pénètre aussi par la toiture et par les murs et que l'isolation va fortement ralentir la pénétration de cette chaleur dans votre logement. Ensuite, et ça c'est une question qui m'a été posée tout à l'heure, selon le matériau isolant que vous allez choisir, certains vont être plus efficaces que d'autres. Donc j'insiste dessus, dans tous les cas, quel que soit le matériau isolant, vis-à-vis des chaleurs d'été, vous avez un intérêt à faire de l'isolation, dans tous les cas. Mais certains isolants vont être plus efficaces que d'autres. C'est notamment le cas des isolants biosourcés, donc ceux qui viennent de matériaux qui proviennent du vivant. Donc, alors bonne nouvelle, du coup, en plus de ça, c'est aussi les matériaux les plus écologiques. Donc on n'est pas dans une injonction contradictoire. Donc ça va être des matériaux, je pense ici à de la fibre de bois, de la laine de chanvre, et encore bien d'autres, qui vont vous permettre de déphaser l'entrée de la chaleur dans votre logement pendant une durée bien supérieure. Avec des isolants biosourcés, on est souvent sur des durées qui peuvent être entre 10 et 12 heures. Donc la chaleur va mettre 10 à 12 heures à pénétrer dans le logement en traversant cette couche d'isolation. Ce qui veut donc dire que l'effet de surchauffe que vous avez en milieu de journée, cette chaleur-là ne va pas trop pénétrer chez vous avant la soirée. Et donc vous allez atténuer l'effet de surchauffe. D'autres matériaux qui ne sont pas biosourcés, par exemple la laine de roche, qui est un peu le grand classique, on va être autour de 5 heures. Donc vous voyez que dans tous les cas, il y a un intérêt à le faire. Vous avez un gain de confort qui est énorme en attendant. Donc, si jamais vous avez par exemple des voisins qui ne sont pas très sensibles au sujet des économies d'énergie ou ce genre de choses, je peux vous dire ça d'expérience, très souvent leur dire par contre, tu étoufferas moins pendant l'été avec une isolation, ça peut être aussi
un moyen de faire. Dominique me demande si la laine de chanvre s'est permis en cas de norme incendie. Oui, bien sûr, les isolants sont ici dans des cadres où ils ont des normes à respecter, notamment des normes incendie, pour pouvoir être utilisés et être mis sur le marché, et c'est bien entendu le cas de la laine de chanvre, tout comme la laine de bois par ailleurs, hein. Euh, à vrai dire, souvent, ils sont même un peu plus efficaces contre les incendies en ralentissant la propagation, parce qu'ils stockent aussi mieux l'humidité que d'autres isolants. Et donc, comme ils stockent cette humidité, ils vont aussi propager un incendie moins rapidement. Bon, ça, c'est une parenthèse, c'est pas un argument pour l'isolation, ça. Mais en tout cas, ils sont tout à fait dans les normes incendie, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Donc voilà pour l'isolation. Deuxième chose que vous allez pouvoir faire dans les travaux de rénovation, bah, ça va être végétaliser le bâtiment ou la cour intérieure si vous en avez une. Et donc là, c'est ce que expliquait Justine tout à l'heure pour l'espace public, et ça vaut tout à fait pour le bâtiment. C'est que vous allez avoir un effet euh, double vis-à-vis de la végétalisation. Premièrement, quand c'est de la végétalisation des façades, ça va être aussi d'apporter un petit peu d'ombrage sur ces façades, les préserver de l'exposition directe du soleil. Pareil pour une toiture. Et puis quand vous allez, et puis ces végétaux que vous allez installer, ils vont aussi avoir cet effet d'évapotranspiration. Et par cet effet d'évapotranspiration, on va permettre de rafraîchir le bâtiment. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. L'idée, c'est que quand vous avez de l'humidité qui va s'évaporer, soit il y a un apport de chaleur extérieure qui est fait. Donc ça, c'est par exemple quand vous êtes en train de faire bouillir une casserole avec de l'eau. Donc là, il y a un apport de chaleur qui est fait par vos plaques de cuisson. Et cette énergie va être utilisée par l'eau pour son évaporation. Soit il n'y a pas d'apport de chaleur et d'énergie extérieure. Et donc, comment est-ce que l'évaporation va se faire? Elle va se faire en prélevant les calories de chaleur qui vont servir d'énergie pour le processus d'évaporation. Pourquoi je vous fais ce détail? Parce que ça veut dire qu'en prélevant les calories de chaleur dans l'air ambiant, cette humidité qui va donc s'évaporer va aussi rafraîchir l'air. Et donc typiquement, c'est pour ça que quand vous allez traverser un jardin qui a été arrosé quelques minutes auparavant, il fait super frais, même si c'est une journée chaude. Donc là, si vous végétalisez votre bâtiment, l'effet d'évapotranspiration va aussi permettre de gagner en confort et de gagner en fraîcheur dans la cour intérieure du bâtiment, mais aussi dans les logements qui peuvent être directement, par exemple, le logement qui est sous le toit végétalisé, a priori, va encore moins souffrir de la chaleur d'été. Le plus efficace, je le rappelle, reste l'isolation, mais si vous pouvez faire les deux, eh ben faites les deux, c'est encore mieux. Euh, Autre chose, c'est une question qui m'a été posée tout à l'heure, bah, c'est l'installation de brise-soleil, ce qui est le nom pompeux pour parler des stores, hein, enfin, il y a plusieurs noms qui sont utilisés, c'est pas tout à fait la même chose, mais dans l'idée, c'est ça, c'est des volets, des stores ou des brise-soleil que vous pouvez installer à l'occasion de travaux de rénovation. La ville de Paris a tout à fait adapté son plan local d'urbanisme pour permettre que ce soit fait dans le cadre de travaux sur des copropriétés, et elle l'encourage à le faire. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire. Alors il y a une personne tout à l'heure qui disait que ça a été refusé par la ville de Paris, ce qui m'a un petit peu surpris. Et ce monsieur, je crois que c'était Hervé, j'espère que je ne fais pas erreur, disait qu'il a demandé ça à la mairie du 14e. Alors quand vous faites des travaux, vous ne demandez pas votre mairie d'arrondissement. Donc je ne sais pas comment ça s'est fait, peut-être que c'est un coup de téléphone que vous leur avez fait et on vous a donné une réponse qui me paraît un peu étonnante. Quand vous faites des travaux de ce genre, vous devez faire une déclaration préalable de travaux. Et elle n'est pas examinée par la mairie d'arrondissement, elle est examinée par les services d'urbanisme de la ville de Paris, donc au niveau de la mairie centrale, si vous voulez, pas de la mairie d'arrondissement. Et à ce moment-là, on vous donne une réponse. Alors, ça peut être oui, non, ça peut être oui, mais. C'est-à-dire oui, mais il faudrait faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors voilà, Hervé, vous me dites, vous avez envoyé ça par recommandé. Mais du coup, a priori, c'est plutôt dans le cadre, en fait, ce que je vous recommande de faire, c'est plutôt contactez-nous, en fait, sur le mail, le contact qui est en bas à gauche. On pourra en reparler, on vous précisera la procédure. Parce qu'un courrier recommandé à la ville de Paris, du coup, en fait, je suis pas sûr de savoir qui l'a traité à la mairie du 14e. En fait, les services d'urbanisme, ils ont mis en place une procédure dans laquelle vous pouvez prendre rendez-vous avec eux, avec un instructeur urbaniste, justement pour lui poser ce genre de questions et qui pourra vous indiquer ce qu'il est possible de faire et vous donner aussi ses conseils, hein, parce que c'est le but. C'est pas juste de vous dire oui, non comme ça, mais il faut plutôt procéder de ce genre. Alors, du coup, vous me dites, je fais comme il faut avec la procédure.
Écoutez, non, enfin, là, je me permets de vous le dire, la procédure, je la connais par cœur. Je vous assure que la mairie d'arrondissement, elle entre pas dans la boucle à aucun moment. Donc, contactez-nous vraiment, faites-nous un petit mail et puis moi ou l'un de mes collègues, on pourra vous guider un peu là-dedans. Vraiment, on est là pour ça. Donc l'installation de brise-soleil, je développe pas sur l'intérêt, hein, c'est juste de vous préserver de l'exposition directe. Je vois qu'il y a des questions. Alors voilà, Francine qui me demande qu'est-ce qui se passe au bout des 5 ou 12 heures. Donc vous parliez quand je parlais de l'isolation. En fait, la chaleur finit par traverser et pénétrer dans le logement. Sauf que donc, quand on parle de 10 heures, de 12 heures par exemple, ça veut dire que c'est la chaleur par exemple qui va taper à 14 heures, ça va pénétrer chez vous que dans la soirée, au moment où les températures se sont du coup largement rafraîchies. Et donc, vous allez avoir quand même beaucoup moins chaud. Alors, Francine, toujours, vous me demandez si la végétalisation des murs est compatible avec la pose d'isolant. Oui, ça doit être examiné un peu plus en détail, hein, par notamment un maître d'œuvre, un architecte, mais c'est tout à fait possible. On a des exemples de copros qui l'ont fait sur leur toiture, qui ont isolé et qui ont fait de la végétalisation ensuite. Donc pas d'incompatibilité a priori. Ça doit être examiné en détail, hein, dans le cadre du projet avec le maître d'œuvre, et là-dedans on peut aussi vous accompagner. Mathieu, vous nous dites la toiture de ma copro va être totalement rénovée, aucune isolation n'est prévue pour des raisons financières, comment faire? Typiquement, c'est ce genre de questions auxquelles on peut répondre, hein, sur le mail ou dans le cadre de nos rendez-vous téléphoniques. Donc je vais vous dire ça un peu en 2 mots. Euh, Premièrement, une copro qui rénove ses murs, hein, pour un ravalement ou sa toiture, elle doit obligatoirement le faire avec de l'isolation, ou en tout cas, ça doit être obligatoirement envisagé. Après, parfois, il y a certaines exceptions qui permettent de ne pas le faire pour des raisons techniques ou d'autres motifs. Mais dans tous les cas, ça doit être examiné. Ça ne peut pas être balayé du revers de la main en disant non, mais ça va coûter trop cher, on se penche pas sur le sujet. C'est pas possible. En tout cas, c'est illégal. Euh, la deuxième chose, c'est que là, c'est un travail disons, de conviction qu'il faut faire auprès des voisins. C'est-à-dire que, écoutez, ils veulent pas le faire pour des raisons financières, mais en fait, il va y avoir, premièrement, ils peuvent valoriser leur logement en faisant ça. Deuxièmement, ils vont y gagner en confort. Donc, je le disais tout à l'heure, ça va être le confort qui va être gagné pour les personnes qui vivent dans les logements qui se trouvent dans le bâtiment. Donc, c'est un peu bête, vous voyez, de se plaindre d'avoir trop chaud pendant l'été et puis de pas saisir l'occasion d'isoler. Troisièmement, ça va être le fait qu'il y a des aides qui peuvent vous aider à financer un petit peu ce type de travaux. Et puis, dernièrement, c'est que des copros, on le sait, hein, les travaux sont censés le faire une fois tous les 20 ans, 25 ans, très souvent. Et puis, très souvent, on en voit qu'ils ne le font pas tous les 40, 50 ans. Donc, c'est très, très bête de laisser passer ce genre d'occasion. Euh, Là, pour un exposé un peu plus en détail, Mathieu, vraiment, je vous l'invite, appelez le numéro là qui est en bas à gauche. euh, Prenez un rendez-vous avec notre équipe et puis on va essayer de vous donner des conseils en espérant que ce soit pas trop tard, hein. Si l'AG elle est dans 2 semaines, je vous le dis honnêtement, là, ça va être un peu dur pour nous, mais s'il y a un peu le temps d'anticiper, on peut vous accompagner là-dedans, savoir comment envisager le projet, comment bien le concevoir. S'il le faut, organiser une réunion d'information avec les voisins, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Euh, voilà, j'espère que ça répond un peu à votre question dans un premier temps, et puis on pourra sans doute développer dans le cadre d'un rendez-vous avec moi ou un collègue. Aude, vous me dites, pensez bêtement au fait que les façades réfléchissent la chaleur sur les immeubles d'en face, fermez les volets, y compris au nord. Oui, 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 tout à fait. Enfin, il y a un intérêt des volets, quelle que soit l'orientation, parce qu'il y a sans doute une exposition qui se fait au moment de la journée. Alors un peu moins au nord qu'ailleurs, mais c'est quand même intéressant de faire d'isolation et de traiter aussi des façades qui sont exposées côté nord. Donc oui, rien à redire à votre remarque. Hop, je vois pas d'autres questions dans l'immédiat. Donc vous le voyez, Aude, justement, ça rejoignait ce que vous disiez. Garder les stores ou les rideaux fermés, c'est bête à dire, hein, mais en fait, vous levez les yeux quand vous promenez dans les rues de Paris et vous allez voir, c'est en fait très surprenant le nombre de bâtiments qui n'ont aucun store et aucun volet en fait dans la ville, alors que bon, vous allez à n'importe où ailleurs à la campagne, vous verrez pas une seule maison qui ne va pas avoir de store ou de volet. Donc il y a un vrai enjeu à les faire installer chez soi quand vous avez des travaux de rénovation. Ensuite, du coup, les apports de chaleur intérieure. Je l'évoquais tout à l'heure avec les gens qui font du sport, mais il n'y a pas que ça.
C'est assez méconnu. Enfin, en tout cas, on n'y pense pas, mais la moitié des apports de chaleur intérieure, ils vont venir de nos appareils électriques. Donc l'autre moitié, ça va être notamment des choses comme l'eau chaude sanitaire, comme justement notre propre présence et activité, puisqu'on dégage de la chaleur. Mais on a aussi des appareils électriques. Et donc toute l'année, il y a un intérêt en termes d'éco-gestes à éteindre ces appareils, à ne pas les laisser en mode veille pour faire des économies d'énergie, mais encore plus pendant l'été. Donc, si vous avez l'habitude, par exemple, de ne jamais éteindre votre ordinateur portable et de juste le fermer parce que c'est plus rapide et plus simple, essayez de prendre l'habitude juste de l'éteindre, de débrancher les chargeurs qui ne sont pas utilisés ou d'éteindre la multiprise si vous pouvez le faire. Parce que ça va permettre du coup de limiter les apports de chaleur intérieure qui vont provenir de chez vous. Alors, je vois Hervé qui me pose une autre question. Est-ce qu'on a des immeubles haussmanniens avec des toits en zinc qui est en exemple de réalisation? Oui, absolument. Absolument. Faites-nous un petit mail, on pourra vous envoyer. On a une carte en fait des copropriétés rénovées euh, qui est, euh, disponible en ligne et accessible à tout le monde, sur laquelle on met en valeur des projets de rénovation de copro qui ont été faits. Et on a tout à fait des projets avec des bâtiments haussmanniens qui font leur toiture en zinc et qui l'isolent au passage. Oui, c'est absolument possible, hein. C'est vraiment une idée qui est très répandue, hein, que quand on a un bâtiment haussmannien, on peut rien faire. Et très souvent, parfois, ça peut être des professionnels ou des syndics qui vont dire eux-mêmes, la ville de Paris, elle veut pas. C'est pas vrai, c'est faux. Là, je vous le dis très clairement, c'est absolument faux. Parce que des projets comme ça, on en accompagne par dizaines chaque année et je peux vous assurer qu'on a du passif là-dessus. Au contraire, la ville de Paris cherche à encourager la rénovation des bâtiments. Donc le bâtiment haussmannien, on va peut-être pas pouvoir isoler la façade du côté de la rue, parce qu'il y a tout un travail architectural et ça, c'est difficile de venir le traiter. Par contre, typiquement, les murs pignons ou les murs côté cour de la façade haussmannienne, a priori, dans 99% des cas, c'est plus de la pierre de taille et donc on peut l'isoler. Donc si vous avez un bâtiment haussmannien, ne partez pas du principe que vous pouvez rien faire. C'est probablement faux. Parce que quand c'est pas, en fait, même quand il n'y a pas de mur sur une cour ou qu'il n'y a pas de mur pignon, au minimum, vous avez une toiture. La toiture, on peut l'isoler. Très souvent, vous avez des caves. On peut isoler les planchers bas qui vont séparer le rez-de-chaussée, les parties communes de ces caves. Euh, donc, on a des choses qui peuvent être faites. Et la toiture, clairement, vraiment, il faut, enfin, quand vous pouvez l'isoler là vis-à-vis des chaleurs d'été, il faut le faire. Je continue donc. Ensuite, quelques conseils pour limiter l'inconfort dans votre logement. Là, je vous ai parlé de vraiment ce qui vous permet de vous préserver le plus fortement des effets de chaleur. Là, on va avoir quelques autres conseils pour essayer d'améliorer un petit peu le confort de ces appareils. Euh, Premièrement, ça va être de surventiler le logement, mais pas à n'importe quel moment, toujours pareil. Euh, Ce qu'on vous conseille de le faire, donc surventiler, enfin, c'est aérer, quoi, hein. Ouvrez les fenêtres. Si vous faites un courant d'air, donc soit en ouvrant plusieurs fenêtres, soit en ouvrant la porte d'entrée de votre logement et puis la fenêtre. Euh, mais faites-le soit tôt le matin, quand les températures n'ont pas encore trop augmenté, soit très tard le soir. Évitez de le faire au milieu de la journée parce que, à moins que votre logement soit vraiment une passoire thermique et donc qu'il soit lui-même à la même température que dehors, c'est rarement le cas, souvent il fait quand même quelques petits degrés de moins, du coup vous allez réchauffer en ouvrant à 16 heures. Donc faites-le tôt le matin ou plutôt en soirée. Vous pouvez aussi le faire au niveau des parties communes de votre bâtiment, si vous êtes bien organisé dans la copro. Vous avez peut-être une conversation WhatsApp, par exemple. Là, ce que vous pouvez faire, c'est le matin, la personne qui part au boulot va juste ouvrir la fenêtre au dernier étage. Une autre au premier étage, elle va ouvrir une autre fenêtre, et puis une autre personne qui, je sais pas, reste là, pense à fermer les fenêtres à un moment dans la matinée, et puis comme ça, vous aérez toute la cage d'escalier aussi. Ça peut être des petites choses comme ça, assez simples à faire, qui sont tout à fait valables sur votre lieu de travail, mais aussi dans votre logement et dans les parties communes de votre résidence. Donc surventiler, bon, ça c'était en ouvrant les fenêtres, évitez de le faire en journée, je l'ai expliqué pourquoi, et utiliser un ventilateur. Pareil, enfin, c'est bête à dire, mais c'est fou en fait le nombre de personnes qui ont très chaud et qui au final n'ont pas de ventilateur. Donc là, prenez un petit ventilateur sur pied, ça fait très bien le travail. Pourquoi pas installer un ventilateur de plafond comme on en trouve beaucoup dans les logements qui sont autour de la Méditerranée et qui sont aussi très efficaces. Voilà, donc les brasseurs d'air font très très bien leur travail. Autre chose, c'est que vous allez pouvoir utiliser l'évaporation de l'eau. Et donc, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi l'eau qui s'évapore va rafraîchir l'espace qui se trouve autour. Et donc là, vous pouvez utiliser cet effet à votre profit. Par exemple, vous pouvez arroser votre balcon, le rebord de votre fenêtre, éventuellement la cour intérieure de votre copro.
C'est pas quelque chose de très compliqué. Par exemple, vous pouvez récupérer un petit peu d'eau, qui vous sert au départ pour, je sais pas moi, quand vous prenez votre douche au tout début, quand vous attendez que l'eau se réchauffe, parce que vous n'aimez pas l'eau glacée, bah, vous pouvez juste mettre un petit seau pendant les quelques secondes où l'eau se réchauffe, vous le gardez et soit vous en servez pour arroser les plantes, soit vous vous arrosez comme ça votre balcon, ou le rebord de votre fenêtre. Et ça va permettre de rafraîchir un petit peu ces différentes parties du logement. Ensuite, ça va être d'étendre un drap humide. Ça, c'est une technique qui est, peut-être que certaines personnes ici le connaissent déjà. La technique du drap humide, elle est assez simple. C'est on va aussi utiliser l'effet d'évaporation et donc vous allez avoir un drap ou une serviette, hein, ça marche très bien avec une serviette, que vous laissez tremper dans un seau d'eau et vous allez mettre un ventilateur derrière pour créer justement une circulation de la chaleur. Et donc ça, le fait de le faire tremper dans le seau d'eau va faire que ce drap ou cette serviette va rester constamment un petit peu humide, ça sera jamais totalement sec et ça va continuer du coup de rafraîchir votre logement. On peut facilement gagner dans des pièces, pas très spacieuses, hein, faut pas faire ça dans un open space de bureau, ça marchera probablement pas beaucoup. Mais si vous êtes dans une pièce de votre appartement, ça peut facilement faire gagner 2-3 degrés. Donc c'est un système de climatisation naturelle, on pourrait dire. Et il y a les appareils, comme vous voyez la petite photo, les rafraîchisseurs adiabatiques, qui utilisent exactement le même effet, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser de l'eau, qu'ils vont faire s'évaporer pour rafraîchir la température de la pièce. Sauf que ces appareils-là ne rejettent pas de chaleur à l'extérieur. Donc, contrairement aux climatiseurs, on ne contribue pas à l'effet d'îlot de chaleur et vont consommer jusqu'à 10 fois moins d'énergie que des climatiseurs. Donc, je vous conseille pas forcément d'aller sur le rafraîchisseur adiabatique. Contentez-vous du drap humide et du ventilo si ça fonctionne. Mais si vous êtes dans un logement où vraiment, enfin, vous voyez, il fait 40 degrés, vous êtes sous les toits, c'est pas isolé et c'est infernal pendant l'été, bah, pourquoi pas acheter un rafraîchisseur adiabatique, ça fonctionne très bien. Si jamais vous vous penchez sur ce sujet-là, faites juste attention avec les modèles premier prix qui peuvent être très bruyants. Donc faites attention à l'étiquette acoustique de l'appareil. Essayez d'en prendre un qui soit un peu plus silencieux. Là, vous vous renseignez en magasin, on pourra vous répondre, je pense. Mais attention à pas forcément prendre les premiers prix qui, du coup, risquent d'être un peu désagréables à l'utilisation. Alors, il y a Karim qui rappelle dans le chat que le coût des appareils en veille représente la consommation de 2,5 à 3 réacteurs nucléaires. Alors, moi, j'avais plutôt vu entre 1 et 2, mais en tout cas, l'idée, elle est là, elle est très juste, Karim. C'est que les appareils en veille, c'est pour ça que je vous le disais, toute l'année, il faut faire la chasse à ces appareils en mode veille. Il n'y a pas que le sujet de l'été, mais c'est une question d'éco-geste et d'économie d'énergie. Il faut éviter ça parce que bah, ça ne vous coûte pas grand-chose à vous, mais le cumul sur la France devient assez délirant en général. Alors, j'ai terminé sur cette partie, je vais arriver sur la toute dernière, sur ce que je peux faire pour les autres. Je vous spoiler, elle va être assez brève. Donc, si vous avez des questions sur tous les conseils que je viens de vous donner, s'il y en a d'autres, parce que j'en ai répondu à pas mal, dites-le moi maintenant. Je garde un œil sur le chat et sur le module de questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et en attendant, je vais parler de cette dernière petite partie qui est ce que l'on peut faire pour les autres. À vrai dire, on en a déjà un peu parlé avec Justine. C'est pour ça que je vous disais que ça va être rapide, puisqu'il s'agit essentiellement de vous dire de prendre des nouvelles de votre entourage et de relayer les différents messages que je vous ai donnés. Donc ces conseils-là, faut pas hésiter à les faire circuler, hein, c'est gratuit, c'est libre de droit et j'ai pas inventé grand-chose là-dedans. Et puis ça va être de prendre des nouvelles des personnes de votre entourage, donc amis, famille, connaissances, les voisins, les voisines de votre bâtiment. Pourquoi pas justement ce que l'on disait tout à l'heure, hein, leur proposer de les aider à s'inscrire au fichier réflexe. Pourquoi pas les aider à leur informer qu'il y a des salles fraîches qui sont ouvertes dans les mairies d'arrondissement et dans certains centres sociaux du quartier. Si vous avez par exemple une copropriété dans laquelle vous avez une salle de réunion, je sais qu'il y en a beaucoup dans les grosses copros, et ben pourquoi pas envisager d'ouvrir cette salle de réunion pendant l'été et d'installer un petit ventilateur. Comme ça, s'il y a des personnes qui habitent dans les étages et qui vraiment ont beaucoup trop chaud, peut-être qu'elles peuvent descendre quelques heures, lire un bouquin dans la salle de réunion du conseil syndical, par exemple. Il y a tout un tas de petites choses comme ça, de gestes solidaires que vous pouvez faire à votre échelle et on vous encourage évidemment à le faire. Autre chose, c'est que vous pouvez aussi vous engager à une autre échelle qui est en vous inscrivant au sein des volontaires de Paris. Ça, c'est un dispositif qui a été lancé par la ville depuis quelques temps, dans lesquels vous pouvez vous inscrire, donc c'est les volontaires de Paris, et fournir une contribution. Alors là, c'est à l'échelle du temps que vous voulez y consacrer, pour des actions qui sont liées à la culture, à l'écologie, à la solidarité.
Donc là, il y a une inscription qui est en ligne, vous aurez donc le lien dans le support. L'idée, par exemple, c'est que souvent les volontaires de Paris peuvent être mobilisés pendant les chaleurs d'été, par exemple, pour recontacter, ça peut être pour recontacter peut-être les personnes qui sont en situation d'isolement et de souffrance au moment des canicules. Mais là, par exemple, ça va être une autre chose que vous pouvez faire, ça peut être s'il y a des volontaires de Paris, je sais qu'il y en a souvent dans nos ateliers, ça peut être de tester, de repérer des îlots de chaleur. Si vous en voyez qui ne sont pas dans la carte que l'on vous a montré tout à l'heure, Des que l'on vous a fraîcheurs. envoyé, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que tu as dit, Justine? Des îlots de fraîcheur. Ah, j'ai dit îlots de chaleur, pardon. Non, non, oui, les îlots de chaleur, on les connaît bien. Non, non, je vous parle bien de repérer des nouveaux îlots de fraîcheur qui n'auraient peut-être pas été recensés, de repérer dans votre quartier des personnes qui pourraient être susceptibles d'être inscrites au registre réflexe et vous pouvez leur donner un petit coup de main pour le faire. Alors, je vois qu'il y a des messages. Donc voilà, Justine a envoyé le lien pour s'engager au sein des volontaires de Paris. Merci à toi. Et Martine me pose une question. Vous avez une installation d'eau refroidie de la Seine dans ma rue. Que faire pour utiliser ce système? C'est sûrement une référence au réseau de froid de la ville de Paris, puisque c'est vrai que la ville de Paris a la chance d'avoir un réseau de froid. Donc, il y a quelques musées, quelques grandes entités, grands établissements publics qui sont raccordés. Mais en fait, ça utilise effectivement l'eau de la Seine pour rafraîchir l'air. Et du coup, voilà, c'est surtout développé sur l'ouest parisien. Malheureusement, pour l'instant, c'est un réseau qui est peu développé et qui coûte cher à développer. Donc, les raccordements, c'est surtout pour des établissements. Donc, par exemple, ce sont les Galeries Lafayette, où vous voyez, c'est des gros établissements. Donc, à titre individuel, enfin, des logements individuels, je pense que c'est compliqué à l'heure actuelle. Mais il est prévu effectivement de s'en servir de plus en plus et de pouvoir le déployer davantage. Hmm. Voilà. Ok, eh ben merci Justine pour le petit point. Donc effectivement, je ne vous cache pas que pour le moment, je ne suis pas sûr que les bâtiments résidentiels puissent y être raccordés comme pour le réseau de chaleur, parce que le réseau de chaleur, par contre, c'est possible. Mais on espère, enfin la ville en tout cas souhaite développer ce réseau de froid et pouvoir permettre ce raccordement, mais bon, a priori, c'est pas tout de suite possible. Donc c'est plutôt utilisé pour le moment pour des bâtiments publics également. Qui vont être raccordés à ce réseau de froid. Ensuite, alors je vois que Catherine, vous avez posé une question. Vous aimeriez comprendre en quoi agiter l'air le rafraîchit. En physique à l'école, on vous a appris que l'agitation des molécules produit de la chaleur. Donc en fait, c'est ce que j'ai expliqué au début hein, sur la partie les effets de la chaleur sur nos corps et nos bâtiments. Donc je vais vous réexpliquer. C'est très simple, c'est que le déplacement d'air, c'est pas ça rafraîchit la pièce, ça change pas la température dans la pièce. Ce que ça change, c'est que ça change pour la température ressentie par les personnes qui se trouvent dans la pièce où vous allez surventiler. Parce que ça va permettre d'évacuer plus rapidement votre sueur. Et comme je l'ai expliqué, l'évacuation de votre transpiration permet de réguler la température corporelle. Voilà, j'espère que c'est plus clair en le redisant comme ça. Dernière question, Hervé, isoler les combles avec un biosourcé décalage de 12 heures ne rend-il pas les combles hyper chauds au milieu de la nuit? Non, 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 parce que justement la température a le temps de diminuer entre-temps, Hervé. Donc bien au contraire. Ça veut dire justement que ça permet au bâtiment au contraire d'être plus respirable. Donc voilà pour les questions. Je vois que Mireille vous a demandé dans le chat s'il est prévu un replay. Alors a priori cet atelier sera probablement mis à disposition sur la chaîne YouTube de l'Agence parisienne du climat. Donc si vous n'y êtes pas abonné, bah, écoutez, allez y jeter un œil et vous pourrez tout à fait le visionner dessus plus tard. Pour ce qui est du support, je le répète une dernière fois, parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas entendu. On va envoyer après cet atelier par mail un sondage. C'est 6 questions, donc vraiment, ça ne va pas vous prendre plus d'une minute pour y répondre, pour savoir ce que vous y avez pensé, si vous avez des suggestions, un retour de votre part. Pour nous, c'est utile pour améliorer les prochains événements. Et dedans, vous pourrez laisser votre adresse email. Et du coup, on enverra le support aux personnes qui nous auront laissé leur mail dedans. Donc voilà, quand on va vous l'envoyer dans la journée, je pense, je vous invite à prendre une minute pour le remplir et on vous enverra le support, je pense, demain ou vendredi au plus tard. Dernier délai. Je ne vois pas d'autres questions, ni remarques. Donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Il est 11h40, donc on a un petit peu d'avance. Merci à toutes et tous pour votre attention, pour votre participation. C'était très agréable d'animer l'atelier et puis j'espère que pour vous, vous avez pu y apprendre beaucoup de choses.
Merci beaucoup. Ah, je vois. Non, ouais, c'est un merci.